Merci à tous d'être au rendez-vous encore une fois pour ces après-midi de la tech. Après-midi de la tech que nous consacrons aujourd'hui à l'histoire des télécoms et le prétexte tombe absolument très bien puisque présentement nous parlons en ligne de Saly Portudal sur la petite côte au Sénégal où c'est plutôt ouvert le lancement, plutôt c'est lancé voilà hier la célébration des 20 ans de l'autorité de régulation des télécoms et des postes au Sénégal. Gros événement qui a reçu, qui reçoit, puisqu'il est toujours en cours, de grands acteurs de l'écosystème des télécoms au Sénégal et peut-être même ailleurs en Afrique, parce que bien évidemment, nos experts au Sénégal sont également, comme Aminata peut en attester, Blaise aussi, Amadou, des experts au niveau africain, au niveau international, avec des contributions régulières de ces grands acteurs qui nous représentent au sein de l'Union internationale des télécommunications, l'UT à Genève. Aujourd'hui, nous allons donc faire un focus. Nous allons consacrer un focus à cette histoire des télécoms, non pas pour refaire l'histoire, mais plutôt pour nous projeter. Parce que pendant que la RTP fait son bilan à Saly, nous, dans les après-midi de la tech, nous allons nous projeter pour voir 20 ans de télécommunications, c'est très bien, beaucoup de choses ont changé entre-temps, mais également beaucoup de choses changent. Et puis, comment essayer de préparer un peu l'avenir, sachant que l'avenir, c'est déjà le présent, avec les télécoms qui doivent se mettre à jour, les régulateurs, les ministères de tutelle, les autres acteurs. Aujourd'hui, donc, nous allons nous arrêter sur les télécoms de demain à l'heure des OTT, entre autres, mais bien évidemment, on sait que tout n'est pas qu'infrastructurel, il y a des questions économiques, des questions stratégiques, des questions également de cybersécurité en un temps où de plus en plus les acteurs mettent en place des systèmes qui permettent de contourner un peu, disons, les législations, les systèmes de surveillance, quoique j'ai peur de ce mot surveillance, bien évidemment, nous ne sommes pas en Chine de toutes les façons. Donc, nous allons nous arrêter sur donc ces télécoms de demain dans cette session des après-midi de la tech qui est consacrée à la question. J'en profite pour remercier l'ensemble des acteurs qui nous suivent depuis le début, autrement dit, depuis plus d'un an aujourd'hui. Je remercie également l'ensemble de nos partenaires qui nous appuient un peu dans le cadre de cette série de panels en ligne. Cette session est en direct en même temps sur Facebook en attendant le replay sur l'ensemble de nos plateformes digitales un peu plus tard dans la soirée. Je ne vais pas vous présenter mes illustres invités de ce mercredi 8 septembre 2021 parce que nous allons évoluer très vite et nous nous excusons déjà de ce retard énorme, près d'un quart d'heure. Il ne faudrait pas qu'on soit en retard non plus sur ces télécoms de demain, d'où un peu la pertinente session, il me semble, de cet après-midi. Très rapidement, on peut démarrer par vous, Amadouli, en réactivant votre micro, s'il vous plaît. Hier, vous avez pris la parole après nous, hier, lors du lancement de la célébration, lancement officiel de la célébration de ces 20 ans de l'RTP. J'aimerais quand même que chacun nous dise un peu très rapidement qu'est-ce qu'il retient le plus de ces 20 ans de la RTP. Amadouli, je démarre par vous et ça tombe bien vous concernant, puisque en plus d'être expert télécom, ingénieur télécom, vous êtes membre du collège de l'ARTP, le collège d'ailleurs que vous avez représenté hier à Saly Portudal. Oui, bonjour Ousmane. Bonjour Amadou. Bonjour Alsan Blaise, notre doyen, hein, au monument. Bonjour Aminata. Bonjour l'ensemble des panélistes. C'est un honneur d'être là. Mais j'avoue quand même que Ousmane, Oui. je ne sais pas si je te tutoie ou je te vous vois. Hein. En fait, Tutoie-moi. l'objectif, en fait, la thématique du panel, c'était moins les Oui. 20 ans de la RTP, hein, c'est plus les télécommunications de demain et le cap, quoi. Oui, Donc, par en fait, détour. oui, justement, Amadou, pour te rassurer, c'est ce que j'ai bien dit, qu'on se projette. Mais quand même, comme c'est l'actualité, c'est bien que chacun nous dise un peu en un mot qu'est-ce qui le marque le plus de ces 20 ans. Parce qu'on a beau se projeter, mais pour se projeter, on s'appuie sur quelque chose pour se projeter. Parlons de l'existant d'abord, que chacun nous dise si c'est possible, bien évidemment, si la question ne dérange pas. Voilà, ce que vous retenez
le plus de ces 20 ans. Après, on passe un peu sur les télécoms de demain. Oui, les 20 ans, c'est pour que le Sénégal, à l'instar donc des pays de la sous-région de l'UEMOA et à Oui, l'instance de ce qui se passe au niveau international, l'EUT, le Sénégal a pu bâtir, a pu mettre en place une autorité de régulation des télécommunications, ART. Et au fil des années, au fil du développement donc, des TIC, des télécommunications, on a été quand même un pionnier dans la sous-région. Beaucoup d'autorités sont nées après nous, malgré nos jeunes 20 ans, et sont venus simplement bencher, travailler ici pour aller installer les leurs. C'est dire qu'aujourd'hui, des pas de géants ont été faits et avec l'avènement du nouveau code de 2018, avant celui-là, celui de 2011, avant celui-là, le premier code, etc., il y a eu beaucoup de travail qui a été mené. Et c'est le lieu de souligner que les directeurs qui sont passés respectivement ont eu à travailler pour que quand même qu'on consolide la loi et la réglementation et d'en faire une autorité indépendante. Et ce qui marque aujourd'hui un peu, c'est donc d'avoir amené à travers la loi à mettre en place un secteur vraiment régulé avec des opérateurs. Aujourd'hui, on avait un seul opérateur. Aujourd'hui, on a 3 opérateurs de téléphonie avec des licences globales, 3 FAI, 3 MVNO. On a un secteur où on a la Commission de données des libertés. Et tout cela avec l'ARTP où les gens essayent quand même de suivre la technologie, même si cette technologie-là, elle va plus vite donc, que la régulation. Et donc, si on peut retenir quelque chose, c'est dire que il reste à faire. Le code, il sera certainement amélioré, mais c'est que l'ARTP a quand même a circonscrit l'ensemble des éléments, l'ensemble de sa mission. Aujourd'hui, on sait ce qu'on doit faire. On sait où est-ce qu'on doit aller. Et donc, je dirais, reste plus qu'à faire. Et ça, c'est un pas de géant parce qu'on ne peut plus tâtonner. Le canevas, il est clair. Et le Sénégal faisant partie de l'UT, faisant partie des instances mondiales, et aussi avec les directives et les recommandations, on est plus ou moins outillé dans le sens où il y a un canevas, il y a une feuille de route qui est claire. Et donc, ces 20 ans nous disent qu'on a fait des choses, mais il reste encore à faire. Il reste beaucoup à faire. Et donc, je retiens que on est en alerte et avec la COVID, 20 ans c'est peu pour une régulation, mais ça a été quand même des moments forts où on a eu à traverser des changements de licence, des acquisitions de licences. Aujourd'hui, avec les VNO, on est en perpétuelle mutation. Et donc, on se cherche parce qu'avec ce qu'on a dans la monétique, dans le vent, la régulation n'a pas dit son dernier mot, quoi. Donc, voilà ce que je voulais un peu dire pour dire que 20 ans, c'est bien. Et puis, on est alerte, le collège, la RTP. Je retiens quelque chose, c'est qu'on doit encore travailler pour assurer la qualité de service. Moi, c'est merci. ce maître mot que je voulais glisser. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Amadou. Qualité de service, on y reste d'ailleurs parce que si vous pouvez améliorer un peu la vôtre côté connexion, ce serait bien. Amadou, vous avez quelques soucis de connexion, ce qui fait que c'est pas très simple de vous suivre. Comme quoi, même membre du collège de l'ARTP, on n'est pas à l'abri des soucis de réseau. Amadou, en espérant vous retrouver tout à l'heure. Aminata, ce qui vous marque un peu de ces 20 ans de l'ARTP? Merci beaucoup Ousmane. Bonjour à tout le monde. Je m'en vais me présenter très rapidement. Oui. Je suis Madame Diagne Aminata Niang. Je suis ingénieure de conception en télécommunications, actuellement chef du bureau du développement des services de télécommunications au ministère de l'économie numérique et des télécommunications.
Donc, je pense que l'autorité de régulation des télécommunications aujourd'hui, il va falloir qu'on salue déjà le fait qu'il se soit arrêté en plein parcours pour évaluer un peu le travail qui est jusque-là abattu et de vouloir se projeter vers le futur pour voir comment mieux se préparer et aller de l'avant par rapport à toutes les préoccupations qui nous attendent pour le futur, pour le développement des télécommunications. Par rapport à ce que j'ai eu à retenir pour ces dernières années, je pense qu'on a aujourd'hui en face de nous une autorité de régulation qui a su se lever, qui a su lever et accompagner plusieurs barrières qui empêchaient une bonne évolution des acteurs. Ils ont pris en charge beaucoup de préoccupations, aussi bien de l'écosystème, des acteurs de l'écosystème, mais aussi des consommateurs. Donc, l'autorité de régulation est très alerte aujourd'hui. Toutes les préoccupations, ils travaillent dessus et puis ils collaborent de façon très franche, surtout ces dernières années avec l'autorité du ministère, à savoir le ministère de l'économie numérique, mais également avec les opérateurs de télécommunications. Ils sont très ouverts à l'entrée d'autres acteurs dans l'écosystème, très dynamique, ouvert au changement, à l'innovation. Donc, je pense que c'est une structure à encourager surtout pour les challenges à venir qui sont les télécommunications de demain, qui aujourd'hui ont besoin de revoir les méthodes de gestion du spectre, les méthodes de gestion des licences, plusieurs méthodologies aujourd'hui vont devoir changer. Donc, nous avons besoin de voir aujourd'hui une autorité de régulation qui est à la hauteur par rapport aux attentes de l'écosystème, assez innovatrice, qui accepte de relever ces challenges parce qu'il y a beaucoup de challenges aujourd'hui qui nous attendent. Donc, je pense qu'il faut qu'on ait cette autorité de régulation-là qui soit prête, qui se rencontre pour discuter, pour voir comment réussir le pari de demain. Merci Aminata. Alassane Blaise. Merci Ousmane, et j'en profite pour dire un bonjour à mes copanélistes, un bonjour à l'ensemble effectivement de ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux ou sur le net directement. D'accord. Relativement, je ne sais pas très bien, moi 20 ans. Alassane, excusez-nous, vous êtes trop dans la caméra. Avec un peu de recul, on vous voit mieux. Ok, d'accord, merci. Okay. Voilà, merci. Voilà, je disais, bon, 20 ans, je ne sais pas quel chiffre ça correspond exactement. Je vais vous donner quelques chiffres. 49, 25, 20, c'est 10 plus 10. Pourquoi 49? Parce qu'il faut reconnaître quand même que le premier code de télécommunication du Sénégal a été pris, d'accord, en 1972. Ça fait 49 ans. Et c'est vraiment le premier cadre de régulation a été pris effectivement en 1996. Ça veut dire que c'est, d'accord, 25 ans qu'on est dans le cadre de régulation. Nous avons eu une agence, d'accord, si on devait mesurer sa durée, sa naissance, son nombre d'années, 10 ans. Nous avons une autorité, d'accord, depuis 2011, 10 ans. D'accord. Mais félicitations quand même. Je ne sais pas ce qu'on va féliciter. Qu'est-ce qu'on fait si c'est 49 ans de cadre de législation de télécommunication. Je ne sais pas si on fait 25 ans de cadre de régulation au Sénégal, si on fait 10 ans d'une agence ou 10 ans d'une autorité indépendante. Mais félicitations quand même, on prend ça comme l'on veut. Il faut reconnaître vraiment qu'il y a eu de l'eau sous les ponts dans le secteur des télécommunications. Le Sénégal a eu beaucoup de réformes. Et c'est dans ce sens qu'il faut se féliciter. On a fait beaucoup de progrès. On aurait pu faire mieux, peut-être. On en débattra tout à l'heure sur le thème, la thématique relative aux télécommunications de demain. Mais Amadou, félicitations et félicitations effectivement à l'ensemble des acteurs. Je vous remercie. Merci Alassane. Modou Khaya, du côté de Expresso. Mon micro. Oui. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, on vous entend et on vous voit bien. Parfait. Je vous remercie. Je passe le bonjour à tous les panélistes du jour. Amadou, je commence par Madame Diagne Aminata Niang. Amadou, Blaise, c'est un plaisir de partager ce panel avec vous. Oui, pour parler de 20 ans de l'RTP, en tout cas, nous, côté opérateur, je peux parler en tant qu'employé à Expresso, mais quand même, j'ai fait 5 ans à Orange avant de rejoindre Expresso en 2008. Et l'RTP,
on le voit comme un partenaire. Les choses qu'on arrive à régler, à discuter avec le collège des délégués de la RTP, je ne vais pas dire en sourdine, mais ce qu'on arrive à régler sans le mettre en avant, sans le mettre en public, sans eux, on ne pourrait pas exister, on ne pourrait pas faire perdurer nos entreprises. Je discutais récemment avec un promoteur d'une société qui est dans la sous-région et il me parlait de ces misères parce que la qualité de la régulation, en tout cas le rôle que l'RTP joue au Sénégal, il n'arrive pas à trouver l'équivalent dans la sous-région. Donc, ce qui fait que c'est à tout l'honneur de notre société de régulation qu'on voit encore une fois comme un partenaire avec qui on échange beaucoup. On a beaucoup de cadres de concertation, on a beaucoup de cadres où on étudie, où on met en œuvre des technologies, des solutions du futur. Donc, c'est un partenaire c'est un partenaire pour les télécoms de demain. Et on les félicite encore pour le 20e année d'anniversaire. Je passe le bonjour à tout le personnel là-bas. Je connais beaucoup de monde là-bas, donc je leur passe tous le bonjour. À commencer par le DG. Merci, merci beaucoup, Modou Khaya. Je pense qu'on a fait le tour. Je n'ai oublié personne. En attendant que Yassine Ndiaye et Mohamed Bar du côté du Niger nous rejoignent, parce que bien évidemment, on parle aussi satellite dans ce panel-là. Alors, la parole de nouveau à Aminata. Actuellement, c'est Télécom de demain. Est-ce qu'on peut faire le tour rapidement? Ça renvoie à quoi déjà? Si on peut partir un peu de ça. Quand on parle des télécoms de demain, quels sont les aspects qu'il faudrait peut-être gérer pour s'assurer qu'on est dedans? Merci beaucoup, Ousmane, pour la question qui est très pertinente parce qu'on parle tout le temps de télécommunications de demain alors qu'on est déjà dans le demain. Aujourd'hui, moi, je pense que les challenges, il ne faut pas les voir pour plus tard. On est peut-être un peu en retard par rapport à d'autres, mais on est déjà dans demain. Depuis la dernière CMR, il y a beaucoup de services qui sont aujourd'hui lancés. Les opérateurs d'autres pays sont en train, il y a une course-poursuite contre la montre pour être leader dans plusieurs secteurs. Donc, je pense que le demain, il est très, très proche. On doit s'y pencher très, très rapidement. Alors, les prérequis pour les télécommunications de demain, là, je pense que c'est des réseaux de très bonne qualité, très bon débit avec une latence très, très, très faible, voire inexistante. Donc, je pense que l'infrastructure, à la base, c'est un must-have, c'est le b.a.-ba pour soutenir l'ensemble des services de ces télécommunications de demain. Et quand on parle de ces types de réseaux, on parle des réseaux qui soutiennent l'Internet des objets, les réseaux 4G, 5G, on parle de ces types de réseaux. Les télécommunications de demain, c'est les machines qui se connectent, les machines qui prennent des décisions, les machines qui se parlent, les objets qui sont connectés, qui sont reliés aux utilisateurs, les voitures électroniques qui se conduisent eux-mêmes, qui freinent, autonomes, oui. Exactement. Donc, il y a la 5G, il y a la télémédecine, téléenseignement, tout ce qu'on veut, dans tous les secteurs aujourd'hui de l'économie, surtout pour le secteur primaire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une nécessité, une urgence de les connecter et puis d'avoir des stratégies qui axées sur le numérique. Parce qu'aujourd'hui, avec Covid, a anticipé les choses. Aujourd'hui, les gens se retrouvent à devoir rester chez eux, à devoir limiter les voyages, autant d'experts qui tournaient autour du monde, aujourd'hui se retrouvent à devoir travailler à distance, devoir exercer à distance. Donc, avec Covid, les choses se sont accélérées. Donc, aujourd'hui, il y a une nécessité de connecter l'ensemble des objets, de réduire les procédures, de revoir, d'être présent partout en étant chez soi.
Donc, c'est ça les télécommunications de demain. Quand on parle de télécommunications, c'est communiquer à distance. Oui. Avant, c'était les êtres humains, les personnes qui avaient ce besoin de se parler à distance. Maintenant, c'est les machines, c'est une place de parking qui va communiquer avec un véhicule pour lui dire que je suis disponible. Maintenant, c'est voilà, c'est les objets, c'est les temps, c'est les données, les mégadonnées, des algorithmes qui se calculent eux-mêmes pour prendre des décisions à sa place. Voilà, c'est plein de choses aujourd'hui, allant des mégadonnées à l'Internet des objets, au digital financial, des banques en ligne. Voilà, il y a plein aujourd'hui de nouveaux services aujourd'hui qui constituent cette télécommunication de demain. Mais le plus important, c'est l'écosystème qui le constitue. Cet écosystème qui le constitue, à nous de le mettre en place parce que tôt ou tard, on sera dans les télécommunications de demain. Mais le plus important, c'est comment est-ce qu'on va y arriver. Est-ce qu'on sera dans les télécommunications de demain comme étant de simples téléspectateurs ou plutôt des acteurs? Donc, je pense que c'est le plus important, c'est d'être des acteurs pour ce changement, d'être des acteurs qui proposent ces algorithmes, qui proposent ces services, qui proposent ces devices qu'on aura besoin d'utiliser. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Aminata. Je pense que nous sommes totalement en phase. Et c'est pour être des acteurs, rester des acteurs que justement nous tenons ce panel ce 8 septembre 2021 pour anticiper un peu, sachant que les télécoms de demain, on y est déjà avec peut-être la eSIM chez Modou Khaya. Je vois que vous préparez ça très bien, Modou, mais bon, écoutez, comme ailleurs, hein, vous y prenez comment sur ces télécoms de demain chez vous à Expresso Sénégal, Modou? On s'y prend pour être au rendez-vous des télécoms de demain, à être une entreprise. Comment sera l'entreprise demain? En fait, il faut répondre à cette question-là. Et plus particulièrement, il faut, en tant qu'entreprise de demain, il faut quand même répondre aux méga trends, ce qu'on appelle les méga trends, c'est-à-dire les tendances globales qui régissent ce monde-là, c'est-à-dire, je peux citer la croissance de la population. Bien que demain, dès 2050, la population africaine va doubler. C'est des choses qu'on devra, c'est des populations ou c'est des consommateurs à qui il faudra adresser leurs besoins. Il y a l'urbanisation à outrance, le réchauffement climatique, la globalisation, ça, ce sont des tendances qu'on ne peut pas ignorer quand on fait de la planification pour répondre aux besoins des entreprises de demain. Et à côté de cela, il y a les différentes transitions. Et là, je vais juste citer deux transitions qui nous intéressent, c'est-à-dire la transition écologique et la transition digitale. Comme vient de le dire Madame Diagne, on s'est retrouvé du jour au lendemain à ce que tout le monde reste chez soi et tout le monde avait besoin de façon simultanée d'avoir une grande bande passante pour pouvoir continuer ses activités durant la COVID. Donc, ça, c'est des aspects qu'on prend en compte dès maintenant et qui peuvent occurrer, qui peuvent arriver de façon brusque et pas trop planifiée. Oui. Et les risques. Oui. On ne peut pas parler des télécoms de demain sans parler des risques majeurs en tant que fournisseur de services Internet ou fournisseur de solutions digitales. On ne peut pas parler de télécoms de demain sans parler des menaces, comme quoi la cybercriminalité, le terrorisme. Aujourd'hui, personne n'avait prédit le Covid. Bon, il y a certains effectivement qui l'avaient prédit, mais de façon partagée, de façon acceptée, consensuelle pour tout le monde. Personne n'avait prédit que de façon aussi brusque, on aurait eu le Covid qui allait shut down le monde et que tout le monde se retrouve à se connecter à distance, faire le télétravail, des solutions de ce genre. Donc, nous, en tant qu'entreprise qui se prépare pour demain, on essaie de mettre en place l'infrastructure. Ça, c'est le basic. C'est obligatoire que l'infrastructure supporte les usages de demain. Et on n'a pas la prétention de savoir, on a nos planificateurs, on a nos stratégistes qui essaient d'identifier les usages de demain, mais on y associe aussi l'écosystème entrepreneurial. C'est dans mon travail, on a un hub où on fait de l'open innovation, c'est-à-dire on est ouvert aux acteurs de l'écosystème
co-créer avec eux des solutions ou trouver les nouveaux business models qui vont fitter, qui vont matcher avec les usages de demain. Et l'une de ces solutions, comme tu viens de le dire, c'est la eSIM. Aujourd'hui, sur les 2 premières interventions, on parle beaucoup d'objets connectés, d'Internet des objets. La eSIM est une partie de la solution de ces objets connectés. Oui. Tous les constructeurs, ou en tout cas la tendance prochaine, c'est-à-dire on va s'affranchir d'utiliser, comme les ressources sont devenues rares et la planète, on va s'affranchir d'utiliser des morceaux de plastique pour faire de la SIM, utiliser du cuivre pour faire la SIM. Donc, c'est des choses qu'on va économiser et qui ont un impact sur la transition écologique, comme je venais de dire, et qui va accélérer la connexion des différents IoT, des différents objets connectés dans le monde. Bon, Expresso est le premier à le lancer, mais je suis sûr que c'est une tendance qui va arriver chez tout le monde. S'élargir, oui. Et effectivement, à travers les réseaux qu'on va dire 4G, 5G, 6G demain ou XG dans le futur, mais ce sera la tendance qui permettra l'interconnexion des différents objets et de différentes personnes. Merci, merci beaucoup Modou. Alors, Alassane Blaise Diagne, consultant numérique, on sait que vous êtes passé par beaucoup de structures, après le privé, l'État, l'ADIE et tant d'autres. Aujourd'hui, si on devait raisonner en termes de modèles économiques aussi, comment est-ce que les acteurs devraient se préparer? En même temps, je veux qu'on restreigne un peu le décryptage aux acteurs du monde de la téléphonie, parce que je reconnais que le sujet est très, très vaste, et si on élargit la focale davantage, on risque de se perdre dans un océan disons, de faisceaux. Actuellement, côté opérateur de téléphonie, comment est-ce qu'on devrait adapter un peu les modèles économiques? Si on part d'un exemple très concret, les OTT, on sait très bien aujourd'hui que le cœur de la téléphonie a fait que la voix n'est plus l'apanage des opérateurs de téléphonie, que les OTT s'y mettent également. À partir de ce moment-là, économiquement, comment devraient raisonner les opérateurs pour s'en sortir, entre autres innovations, entre autres défis qui se posent à eux? Merci Ousmane. La question est quand même assez complexe. Oui. Assez complexe, il faut le reconnaître. Et à la limite, tu es en train de me mettre une chape de plomb pour me dire voilà, il faut que tu répondes à la question de cette manière-là. Non, du tout. Anyway, on va y aller. L'exercice est ouvert, merci. Et je crois que les 2 précédentes interventions ont montré effectivement la voie. Mais revenons effectivement d'abord dans notre pays, comment vraiment on a toujours une bonne vision. Je crois quand même qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont en ligne et certainement qui connaissent peut-être le sujet un peu mieux que moi. Mais c'est bien de rappeler aujourd'hui ce qui se passe au Sénégal. Vous savez, 1985, je crois, il y a eu les fameuses journées des télécommunications. Je crois que si je me rappelle bien, c'était entre le 15 et le 18 juin 1983. D'accord? Là-bas, il y a eu les journées de télécommunications qui ont été organisées par l'État du Sénégal. D'accord? Et il y a eu effectivement, ces journées ont amené vraiment à prendre 3 mesures en 1985. La première mesure, c'est accorder d'abord la priorité vraiment au développement du secteur des télécommunications. Donc, vous voyez bien, on ne parle pas du numérique globalement, on parle du secteur des télécommunications. Mettre en œuvre un plan d'urgence qui va permettre de doter le pays d'infrastructures. Il y a eu l'opération Kaolack et tout ça. Là, on a renforcé les infrastructures de l'État du Sénégal, puisqu'on parlait d'infrastructures de l'État du Sénégal dans le secteur des télécommunications. Il n'y avait rien d'autre à ce niveau-là. Et il fallait quand même restructurer le secteur. Et c'est comme ça qu'est née la Sonatel. Les choses ont évolué, mais toujours dans les mêmes objectifs qu'il fallait atteindre au niveau de l'État. C'est dans ce sens qu'en 1996, il y a effectivement, disons, la première réforme. Ce que j'appelle la première réforme, en fait, la deuxième loi au Sénégal. Et là, il faut quand même voir qu'il y avait, disons, 6 gros objectifs que l'État du Sénégal s'était donné. La première, c'est accroître la contribution du secteur des télécommunications dans le produit intérieur brut. Deuxième, assurer une mission de service public pour l'ensemble des populations, y compris dans les zones rurales. D'accord? Troisième,
garantir vraiment, d'accord, la disponibilité vraiment du Sénégal, au Sénégal, de ce qui allait venir, ce qu'on appellerait plus tard les autorités de l'information. Il y a eu effectivement maintenir la position quand même de leader du Sénégal, puisqu'il faut reconnaître que jusqu'à toute cette époque, le Sénégal était leader dans le secteur des télécommunications à ce niveau. La partie sécurité, cybersécurité pour l'État, effectivement, tout ça, ils en ont pris. Et vraiment, enfin, sixième objectif, qui est extrêmement important, c'était de promouvoir une industrie locale. Force est de constater, je n'ai pas trop le temps de rentrer dans les détails, mais je crois que chacun va aller le vérifier. Force est de constater que sur ces 6 objectifs, il n'y a que 3 qui ont été plus ou moins atteints. Les 3 autres, on ne sait pas effectivement à quoi ça tenir. Au bout de 25 ans, nous avons 6 objectifs généraux qui préparaient effectivement la position du Sénégal dans la société d'information. Et on n'a eu que 3 objectifs que nous avons plus ou moins sérieusement atteints. Ça montre, et pourtant les moyens n'ont pas manqué. Il faut reconnaître quand même que l'État s'est donné beaucoup de moyens. Un des premiers moyens qu'on s'est donné, c'est par exemple l'ouverture du capital de la Sonatel. C'est un moyen qui a permis un investissement du secteur privé. Il y a eu effectivement dedans, nous avons la régulation qui est passée effectivement, le cadre de régulation déjà, d'accord. Après la régulation en tant qu'agence, je n'en ai pas de tantôt à ce niveau-là, les moyens sont là. Il y a eu des ressources financières qui sont venues du secteur, sur les fréquences, sur les taxes, sur les opérateurs, tous ces éléments, l'État s'est donné les moyens à ce niveau. Et ça, il faut reconnaître que du point de vue de la vision, reconnaissons que le Sénégal, et c'est pour cela on est quand même reconnu sur le plan international. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Jusqu'à présent, ce sont les opérateurs, d'accord, dans les systèmes de régime de licence, etc., autorisation, qui sont les acteurs privés qui viennent, qu'on encadre avec une chape de plomb, et qui s'intéressent à un marché, le marché des humains. On a beau parler de l'Internet des objets, Kaya en a parlé tout à l'heure, la préparation qu'il faut avec le eSIM, c'est toujours la vision des besoins des services, des besoins de l'humanité, mais drivés par les opérateurs aujourd'hui qui sont les acteurs. C'est normal, ils doivent défendre leur position. Mais le régulateur, l'État lui-même doit avoir une autre vision plus prospective dans ce sens-là. Transition numérique, transition écologique, transition de la population. Aujourd'hui, on parle de 7 milliards d'individus dans le monde. On va parler effectivement de 10 milliards. Après, on trouvera des moyens pour ne pas limiter, parce qu'on ne peut pas aller d'une manière illimitée dans le monde. Ce marché est un marché fini, tant qu'on restera dans la voie, tant qu'on restera. Et ce sera le gâteau qui fera de plus en plus divisé parmi des acteurs. Donc, forcément, les revenus vont baisser. Il faudra trouver effectivement d'autres levures pour que ça gonfle un peu plus, sans que ça emporte un peu plus d'énergie pour tout le monde dans ce sens-là. Mais la technologie, elle évolue. Les besoins humains sont là. La connaissance scientifique, elle est là. La connaissance technologique, elle est là. Et on répond à un certain nombre de besoins. Je comprends que les opérateurs de télécommunications, dans la normalisation, 3GPP, etc., qu'ils essaient effectivement d'avoir ce qu'ils appellent leur vision à long terme. D'accord? Et ils vont parler de NB-IoT, ils vont effectivement aller dans ce sens. Ça leur permet de préserver leur sujet. Mais il y a d'autres acteurs qui ont envie effectivement de rentrer dans ce sens et les cadres de régulation dans certains pays ne le permettent pas. Souvent, on construit sa propre chose, on fait des influences, on met de la fibre autour de l'Afrique, on parle effectivement des réseaux sociaux, on se dit effectivement, on va rentrer dans ces pays-là. Si les opérateurs ne jouent pas le jeu, ne nous facilitent pas l'entrée dans ça, nous investissons de l'argent et on va aller chercher à ce moment-là. Ce qui fait que aujourd'hui, le secteur des télécommunications doit être vu pas comme un marché pour les humains, mais un marché pour toutes choses en considérant les humains comme des choses dans ce sens-là. L'Internet des objets avec tout son corollaire, le big data, l'intelligence artificielle, mais pas pour les besoins de la technologie, mais pour les besoins de l'évolution de la race humaine, pour les besoins de l'équité sociale et l'équité. C'est dans ce sens vraiment que les opérateurs peuvent aller. Malheureusement, il faut reconnaître que jusqu'à présent, nos cadres de régulation sont orientés vraiment pour ces opérateurs. On n'est pas orienté pour réguler le marché. On régule des acteurs du marché. La problématique doit changer totalement dans ce sens-là. C'est un marché qu'on régule. Ce n'est pas effectivement des acteurs qu'on régule. Et dans ce sens-là, il faut reconnaître que malgré tous les efforts que nous avons eu à faire jusqu'à aujourd'hui au Sénégal, on est dans la théorie.
dans la mise en œuvre. On en a suffisamment discuté sur les MVNO, les prises de décision qu'il y a eu sur les MVNO, sur les FAI, d'accord. Et le régulateur aujourd'hui prend des mesures qui, si elles ne sont pas incomplètes, elles sont faibles. Je vous donne deux exemples. Un exemple, puisqu'on a déjà discuté des mesures que le régulateur a prises pour les MVNO. Mais prenons la décision que le régulateur a prise l'année dernière, vraiment sur une bande de fréquences. Dans notre zone zone 1 de l'UT, quand on prend la bande 863-870, c'est une bande passant de 7 MHz pour faire l'Internet des objets dans certaines technologies, mais où on a besoin de faibles bases passantes, de longue distance, mais où on a besoin d'énergie, d'économiser sur l'énergie. Au Sénégal, la décision nous ramène à 3 MHz de bande passante. Pourquoi? On ne comprend pas. D'accord? Et on prend, effectivement, on ne prend pas, cette décision, elle a été d'abord prise tard, mais en même temps, elle est faible. Et elle reste dans le domaine, effectivement, toujours de la recherche. Et pourtant, les arguments que juste après on donne à ce niveau-là, d'accord, nous, les arguments, effectivement, que le régulateur donne dans l'exposé des motifs, c'est de dire, dans la mise de la stratégie Sénégal FN 2025, qui existe depuis 2016, nous sommes en 2020-2021. Donc, moi, je crois que c'est la concordance des pouvoirs publics, des politiques publiques, avec une bonne entente, avec vraiment une autorité de régulation indépendante et compétente, plus effectivement une orientation stratégique des acteurs, puisque quoi qu'on dise aujourd'hui, quand je prends les acteurs de télécommunications, particulièrement effectivement notre champion international, d'accord, aujourd'hui, apporte beaucoup dans notre économie. Donc il faudra que l'on préserve ce marché-là, mais en ne lui permettant pas de rester sur ses acquis, mais en s'ouvrant beaucoup plus au monde. Moi, c'est comme ça que je vois vraiment l'orientation du secteur des télécommunications. On aurait pu en parler toute la journée, mais vraiment, c'est dans ce sens qu'on doit aller libérer les énergies pour qu'il y ait effectivement un nouveau modèle de gestion autour de ça. D'accord? C'est vraiment dans ce sens que moi, je vois le secteur des télécommunications dans un futur. On pourra toujours discuter des technologies, ITIM et tout ça, mais ça va évoluer. Hein. La ISIM, pour l'instant, c'est bien. D'accord? Parce qu'on veut mettre la carte, effectivement, pour qu'on a ce qu'on appelle le Know Your Customer chez l'opérateur. Mais on peut avoir effectivement une identification des usagers, une identification du device, de l'objet, autrement que par des SIM. C'est bien, Expresso, il faut continuer dans ce sens, mais il ne faut pas faire effectivement une fin en soi. Je vous remercie. Merci beaucoup, hein, Modou. Donc, le grand Blaise applaudit la ici, mais il veut plus. Donc, Amadou Ly, sur ces télécoms de demain, nous y sommes, vous le réclamiez. Alors, un régulateur comme l'ARTP doit s'y préparer comment? Parce que c'est un secteur où tout le monde doit se mettre à la page, a fortiori le régulateur qui est un peu au-dessus de la mêlée. Un régulateur comme l'ARTP, pour vous qui représentez le collège sur ce panel, il se prépare comment à ces télécoms de demain? Bonjour Ousmane. Moi, avant d'aborder dans votre question, moi, je voulais quand même fixer un peu les choses en disant que nous sommes, le Sénégal, dans un environnement international avec l'ONU, les Nations Unies, l'IUT. Et donc, ce que je voulais mettre l'accent, c'est sur les télécoms de demain, pour moi, doivent aider à accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable, les ODD. Si vous voyez bien, il y a le programme Connect 30 de l'UT qui donc cherche à voir comment la puissance des TIC peut aider à accélérer l'atteinte des ODD. Je vais citer 2-3 ODD seulement. Le premier ODD, c'est l'inclusion financière. On sait que plus de 2 milliards de personnes n'accèdent pas à la banque. Un autre ODD, le quatrième, c'est l'éducation. L'éducation pour tous, à tous les endroits et avec n'importe quel budget. Et l'un des ODD les plus importants, vu côté infrastructure, c'est l'ODD 9. C'est-à-dire comment construire les réseaux de demain, des réseaux résilients, solides et accessibles. Donc, pour savoir ce que devront être les télécommunications de demain, il suffit simplement de voir quels sont les objectifs qu'on s'assigne pour rendre l'humanité plus paisible, apporter les performances à tout le monde et partout où ça se trouve. Donc, à partir de ce moment-là, chaque partie prenante trouvera son compte.
je me rappelle il y a quelques mois à Barcelone, au GSMA à Barcelone, le titre c'était « Notre futur sera digital ». Le futur, l'humanité sera digitale. Donc, ça veut dire qu'on ne peut rien faire sans le digital. Et Aminata l'a bien dit tout à l'heure en évoquant l'éventail des possibilités. Mais ce qui est important, de mon point de vue, c'est comment ces opérateurs-là, c'est dommage que tous les opérateurs ne soient pas là, parce que c'est une question qui leur est directement adressée. Oui. Les télécommunications de demain, comment eux, ils devront vivre, comment ils devront survivre, comment ils devront exister, et tout en répondant aux problématiques de l'humanité. Vraiment, c'est ça la question. Donc, les télécommunications devront aider demain à résoudre l'ensemble des problématiques qui ont été énumérées ici, que ce soit la télémédecine, la cybersécurité, l'agriculture, et j'en passe. Donc, ce que Blaise vient de dire, en partie, oui, mais on ne peut pas dire qu'on est resté dans la théorie. On a quand même fait des pas de géant. Mais c'est comme partout, quand les décideurs ne prennent pas les choses à bras-le-corps, on peut faire des programmes. Imaginez aujourd'hui, on a beaucoup de programmes aujourd'hui, le très haut débit, les infrastructures très haut débit, les différents plans que nous avons. Mais aujourd'hui, si on arrivait à harmoniser tout ça, à mettre en place toute cette harmonie-là, ben, on allait aller très, 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 très vite. Et donc, il y a de la matière, il y a de la possibilité. Maintenant, les régulateurs que nous sommes, les régulateurs ne peuvent pas aller plus vite que la technologie. Et c'est ça la réalité partout. C'est souvent les technologies qui sont en première ligne, les innovations, et puis avec les tests, etc., le régulateur, lui, il est derrière, il régule. Mais je pense, comme il l'a dit, c'est le moment d'être beaucoup plus pointu sur certains secteurs. Et donc, tout ce qui est sur l'infrastructure, je pense que le problème est en train d'être résolu avec le nouveau code. Aujourd'hui, il y a les opérateurs d'infrastructure qui sont encadrés. Le partage des infrastructures, c'est encadré avec le code. Donc, le même nouveau catalogue d'interconnexion, on a des services de partage d'infrastructures pour pouvoir donc permettre aux opérateurs de pouvoir bien travailler, y compris avec les FAI. Et ce qu'il faut noter aujourd'hui, pour que demain on puisse avoir des vraies infrastructures, il va falloir avoir de la bande passante, il va falloir avoir de la 5G. Et le gouvernement sénégal a fait des efforts énormes en diminuant donc le coût des fréquences. Même si on peut être encore relativement cher par rapport à certains pays, il y a eu quand même des baisses de plus de 30 à 40%. Donc, c'est vraiment des pas qu'on a réalisés. Maintenant, pour répondre véritablement aux télécoms de demain, c'est comment régler nos problèmes de demain. Et quel est le rôle de TIC dans le règlement de ces problèmes-là. Et la question, elle est pertinente. Par exemple, au GSMA, on a vu là-bas comment aujourd'hui on arrive à faire des interventions médicales sur le cerveau à distance. L'agriculture, comment on peut arriver à savoir que sur mon champ, je dois mettre tant d'engrais, je dois faire tant de pesticides, etc. Donc, il y a des applications métiers aujourd'hui qui concourent à répondre aux télécoms de demain, mais aux télécoms d'aujourd'hui. Et donc, c'est tout le sens que nous assignons aux opérateurs et aux startups. Je ne sais pas si vous m'entendez, ça hache un peu. Oui, on vous entend très bien, Amadou. Voilà, donc je pense que là, tous les opérateurs ont un grand rôle à jouer. Les startups ont un grand rôle à jouer. Tant que le régulateur il est là, on a mis en place aujourd'hui avec les services à valeur ajoutée des numéros ISDI, les tarifs ont baissé pour permettre aux gens, quelqu'un qui a Kébémer, etc., ou à Diagagnao, de pouvoir utiliser son numéro ISD pour trafiquer. Aujourd'hui, vraiment, c'est open, c'est vraiment ouvert. C'est très ouvert. Reste à nous, nos jeunes champions, les start-upers et nos opérateurs d'être innovants. Donc, je reviens à l'UIT. L'UIT a promis les 4 I, c'est-à-dire l'infrastructure, l'investissement, l'innovation et l'inclusion. Voilà les 4 I sur lesquels on doit s'appuyer pour pouvoir construire donc, les infrastructures de demain. Et donc, je pense que c'est extrêmement ouvert. Je charge à nos opérateurs d'être très innovants et de contourner donc la minute de communication, comme Blaise vient de le dire. Ils ont compris qu'on ne peut plus gagner rien du tout avec la minute de communication. Aujourd'hui, en France, l'interconnexion entre les opérateurs est quasiment nulle, ça ne coûte rien. Ensuite, la minute de communication, elle ne coûte rien du tout. Avec 10 €, vous pouvez avoir un package de forfait avec 50 gigas, appel téléphonique illimité. Et donc, voilà, les gens ont compris. Maintenant, comment faire pour travailler avec le boulangerie du coin? Comment faire avec le boucher du coin? Comment faire pour travailler avec les différents ministères?
pour pouvoir dématérialiser. Hier, je parlais de l'application État civil, l'État civil du Sénégal qui travaille aujourd'hui à rendre les documents d'État civil accessibles partout. Il ne saurait le faire sans nos data centers, sans les bases de données robustes, sans des infrastructures robustes qui permettent à quelqu'un qui est né au fin fond de Dungur Alpha chez moi de pouvoir se déclarer en ligne tout de suite et qu'il n'y ait pas de doublons. Donc voilà, donc construisons nos réseaux une bonne fois pour toutes en maillant le territoire, en travaillant sur le dernier kilomètre, en utilisant les technologies qui sont accessibles, en utilisant si possible les technologies satellitaires et en arrivant à augmenter les data centers. On a un seul data center, mais ce n'est même pas stratégique. Parce que quand on dit voilà le data center du Sénégal, il est là quelque part, il est là, on sait où est-ce qu'il est, mais si on l'attaque, mais on n'a plus rien. On devrait avoir un data center quelque part à Foundiougne, enfui quelque part où personne ne sait où est-ce qu'il est, et où on va, on va mettre nos données, nos métadonnées. Aujourd'hui, quand vous regardez l'administration française ou les administrations allemandes, vous ne pouvez pas dire que les données stratégiques du pays se trouvent dans tel data center. Donc, il faut construire d'autres data centers secondaires. Voilà. Et donc là, je pense qu'en mettant vraiment tout en synergie, y compris le ministère des Communications qui travaille sur des stratégies que l'ARTP, lui, avec un bras technique, un bras juridique, essaie de traduire dans la faisabilité, essaie d'encadrer, y compris nos opérateurs, on est bien parti. Parce qu'aujourd'hui, ne serait-ce que la fibre optique, Blaise sait bien, toutes les capitales régionales ont la fibre optique. Oui. Voilà. Mais on a encore des zones blanches, on a encore des zones grises. Donc, il faut compléter le maillage du pays, compléter la construction, mais complètement du pays. Ensuite, donner libre route aux opérateurs en se basant, ne serait-ce que sur les ODD. Parce que quand vous regardez les ODD, n'importe quel ODD vous regardez, quand on regarde par exemple l'ODD 11 qui parle de ville intelligente, ville intelligente et développement durable. Mais comment faire aujourd'hui pour qu'à 19h30, s'il ne fait pas sombre, que les lampes ne s'allument pas? Comment éteindre les lampes à 4h du matin? Comment faire pour que quand Blaise veut aller en Casamance, qu'il sache que la route elle est libérée, il n'y a pas d'accident? C'est ce qui se passe dans les autres pays, en Corée du Sud, etc. Aujourd'hui, on peut être inventif, mais on peut, ne serait-ce qu'en prenant ce qui fait ailleurs, en essayant de s'adapter, on peut faire des choses merveilleuses. Parce que les structures qu'on a aujourd'hui, les réseaux que nous avons, il ne faut pas y mettre de l'eau ou du sable. Parce que quand vous allez dans la sous-région, je défie n'importe quel pays dans la sous-région d'avoir autant de réseaux que nous, autant d'infrastructures que nous, autant de mailles que nous. Mais il reste encore à faire pour atteindre vraiment les objectifs. Je pense qu'il faut raisonner en termes d'objectifs. Nous avons des objectifs. Mais essayer, comme Blaise l'a dit, au Sénégal, de manière générale, d'être encore beaucoup plus accentué sur le résultat, sur les indicateurs, sur un travail avec des résultats. Donc, si on pouvait évaluer toutes les politiques que nous avons jusque-là, et les politiques, parfois, nous, on a beaucoup de régulateurs qui viennent bencher chez nous, ils prennent simplement ce qu'on a fait pour le parfaire chez eux. Donc, on a des acquis, mais reste à faire. Et je pense que là où on doit s'accentuer, c'est d'amener les opérateurs dans le respect des cahiers des charges, et à donc parfaire le maillage des infrastructures, par des infrastructures, pour avoir des réseaux résilients, des réseaux robustes, des réseaux suffisamment maillés, afin de permettre donc la mise en œuvre de toutes les applications que nous souhaitons. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup Amadou. À travers un peu cette prise de parole, Alassane, on reconnaît aisément l'expert en aménagement numérique du territoire. Évidemment, comme vous nous le rappelez régulièrement, on ne peut pas parler de tout cela si on ne règle pas d'abord la question de l'aménagement numérique du territoire. Un dernier mot tout de même, Amadou Ly, avant de vous revenir. Du côté de l'ARTP, comment on se prépare à ces télécoms de demain, vous, le régulateur? Bon, vous voyez, moi, comme je vous le disais, moi, je suis régulateur, mais je suis aussi le membre du collège. Non, on comprend, oui. Voilà, je suis plus dans la prise de décision. OK. Et donc, comme le DG l'a rappelé hier, aujourd'hui, par exemple, la mise en place de notre application Samarezo. Oui. C'est un élément que l'ARTP a mis en place une application qui s'appelle Samarezo, qui est extrêmement pertinente. Parce qu'elle sert à quoi? Elle sert à cartographier l'étendue du territoire national, à savoir le niveau de présence des opérateurs détenteurs de licences avec les différentes technologies 2G, 3G, 4G et 5G qui va arriver.
Et donc, de dire à chacun, à tout un chacun, voilà comment vous êtes couvert et par quel opérateur vous êtes couvert. Ça, c'est extrêmement important. Deuxième chose, c'est de mettre en place les indicateurs de qualité de service. Ces indicateurs de qualité de service qui sont l'objet de décision et qui sont dans les cahiers des charges ou en avenant dans les cahiers des charges permettra aux opérateurs titulaires de savoir est-ce qu'ils ont respecté les indicateurs de qualité de service ou pas. Donc, c'est dire que demain, sur la base de consensus, sur la base de décision, d'indicateurs qui ont été élaborés ensemble avec l'ARTP et les opérateurs, on a constitué des indicateurs qui sont, il y a l'unanimité dans cela. Donc, il suffit simplement qu'à travers ces outils-là, on interroge un territoire donné pour savoir est-ce que l'opérateur il a satisfait à ses contraintes de cahier de charges ou pas. Et ça nous permet, nous, d'avoir une visibilité en temps réel, une vision en temps réel pour justement appréhender nos télécoms de demain. Parce que, comme je dis, la base, c'est l'aménagement, la base, c'est la présence du signal, la base, c'est la présence de la connectivité. Et donc, à partir de là, nous avons un outil qui nous permet de monitorer et de savoir en temps réel comment se comportent les opérateurs et comment nous devons agir pour rectifier, améliorer et corriger. Voilà ce que je voulais dire. Merci Amadou. Même si on rappelle que cette application ne vous dispensera pas de ce pourquoi vous êtes d'abord payé en tant qu'ARTP, c'est descendre sur le terrain, faire un travail de vérification pour voir si les opérateurs se conforment un peu à leur cahier de charges ou pas. Merci à vous. Yassine Ndiaye, depuis tout à l'heure, là, vous essayez de trouver le meilleur cadre pour vous positionner un peu côté caméra. Là, ça va? Ça se stabilise un peu? Oui, ça se stabilise. Bienvenue. Dommage qu'on vous reçoive avec un peu de retard, mais la faute, c'est vous-même, bien évidemment. Rapidement, d'abord, une présentation de vous, je pense, s'impose très rapidement parce que vous travaillez pour un opérateur israélien. Dites-en un peu plus, s'il vous plaît. D'accord. Je suis représentant de Gilat Telecom au Sénégal qui cherche à pénétrer le marché sénégalais. Oui. Et surtout sur la voie satellitaire. Oui. Ils sont venus ici à plusieurs reprises pour voir l'environnement des télécoms. Il s'avère que l'ARTP a fait un gros travail. On attendait le démarrage du haut débit, le plan Sénégal haut débit et du très haut débit. Oui. Actuellement, on parle de la 5G. Et il s'avère que l'autorisation en VSAT n'est attribuée qu'à l'opérateur universel. Et dans les décrets de l'ARTP, c'est signifié qu'il n'y a que l'opérateur universel qui peut faire du VSAT au Sénégal. C'est dans ce sens que je voulais participer à ce panel et signifier qu'à l'ARTP, comme vient de le dire M. Ly, le haut débit peut sauver le Sénégal et le très haut débit. Parce que, vu la pandémie, vu les objectifs du président de la République pour faire du Sénégal un hub, pour que tout le monde sur le territoire puisse communiquer. Oui. Il a évoqué la télémédecine. Avec la pandémie, l'éducation, l'université virtuelle, la nouvelle ville de Diamniadio, on ne peut pas faire des télécoms sans ne pas envisager la mise en place d'un hub satellitaire au Sénégal. Et ce hub satellitaire va plus loin. Ça dépasse le niveau télécommunication. Non seulement on pourra faire de l'interconnexion sur tout le territoire, les zones blanches qu'il vient de signifier. Oui.
on ne comprend pas où se trouve le blocage à ce niveau au Sénégal. Si la licence VSAT est autorisée qu'à des ONG, les sociétés minières et soi-disant comme les organismes Union européenne ou les Nations Unies et la BCEAO. On sait que la licence dit que le VSAT, c'est uniquement pour usage privé. C'est ce que disent bien les textes. Et sincèrement, on ne peut pas, au-delà du régulateur, venir s'installer. On est obligé de respecter les règles parce que c'est le régulateur, c'est ça. Oui, Thiassine? Oui. Mais maintenant, en attendant sûrement d'avoir la RTP pour avancer un peu sur cela, vous êtes aussi sur ce panel pour nous dire quelle serait l'offre de Gilat Telecom par rapport à ces télécoms de demain. Le satellite, oui, mais en quoi est-ce que vous êtes important pour ce panel, pardon? Le satellite est important dans la mesure où le déploiement n'est pas comme la fibre optique. Oui. Qui dit satellite, c'est un parabole que tu installes, à la minute, il est installé. Ça met pas de temps que la fibre. Et tu as un signal qui est stable à 99%. Tu n'as aucune perte. Oui. C'est très important. Il n'y a aucune perte. C'est du high direct. C'est du high direct. Et en contrepartie, le Sénégal nous parle de la télévision TNT. Ça suit toujours le même lien que les satellites. Parce qu'au niveau de la télédiffusion, on a besoin d'une capacité très importante en débit. Et voilà les avantages du satellite sur le haut débit pour la télévision numérique, pour les zones blanches. Et cela peut couvrir tous les projets que l'État du Sénégal attend. Oui. On peut conjuguer cela avec l'opérateur universel dont tout le monde connaît, AYO, qui est un opérateur universel qui a une licence qui lui permet de faire du VSAT. Parce que si M. Blaise ne veut pas m'interrompre, on connaît le fonds du développement de l'EU Sud qui a une autonomie dans ce sens. Et je pense que le régulateur peut vraiment sensibiliser à ce niveau pour voir comment on peut couvrir. Merci Thiassine. Les possibilités. Thiassine, peut-être une première lecture de Amadou Ly. Là-dessus, Amadou, si vous vous sentez un peu concerné par cette interpellation. Amadou Ly? Oui, Swan, je pense qu'il y a des précisions à apporter. Oui, allez-y. Ça dit que ces organisations qui sont connectées à VSAT, ce sont des organisations internationales qui ont des accords de siège au Sénégal et qui sont considérées comme ayant un réseau privé. C'est-à-dire que BCEAO, Banque mondiale, etc., ils sont connectés à un réseau VSAT et donc ils deviennent des réseaux privés. Maintenant, quelqu'un qui veut être connecté à un satellite international ou un satellite privé pour des besoins publics, il devient un opérateur. Il devient en ce cas-là un opérateur. Il est considéré comme étant un opérateur. Voilà, je pense qu'il faut voir le cadre juridique et le cadre réglementaire, mais il n'y a aucune interdiction à ce que les gens viennent, deviennent des opérateurs privés satellitaires. Mais il faut simplement respecter le cadre juridique et réglementaire. Je pense qu'un bon dossier bien élaboré, quand il arrive à la RTP ou au ministère des Communications électroniques, il sera examiné en conséquence et il n'y a pas de raison qu'on empêche à quelqu'un donc de trafiquer, quoi.
pense qu'Aminata pourra peut-être nous compléter là-dessus. Mais voilà ce que je voulais dire là-dessus, quoi. Merci. Merci beaucoup, Aminata. Amadou, alors, avant Aminata, peut-être Blaise, je n'oublie pas Maudou non plus qui a levé la main tout à l'heure, mais sur cet aspect-là, restons-y un moment. Blaise, peut-être quelques secondes pour répondre ou apporter des précisions après la prise de parole de Thiassine. Oui, merci Ousmane. Bon, c'est vrai, Amadou Li a abordé le sujet, mais c'est juste à présent, je pense, imprécis. Et effectivement, M. Ndiaye, le pauvre, je comprends très bien, effectivement, les chemins tortueux sur lesquels il est en train de rentrer, sur lesquels personne ne l'a fait rentrer. La réalité, dès qu'on parle effectivement de ces organismes internationaux, etc., dans la législation sénégalaise, on parle de réseaux indépendants. Ça tombe dans le domaine, effectivement, du régime de l'autorisation. Mais j'ai l'impression, dans l'exposé de M. Ndiaye, qu'il est en train de vouloir offrir des services de télécommunication ouverts au public en passant par un régime qui lui serait favorable. D'accord? Et là, il y a un mélange, d'accord, qu'on ne comprend pas très bien. Pour dire que ça, c'est pour le service universel et tout. D'accord? La législation sénégalaise, M. Ndiaye, elle est très précise de ce point de vue. Nous avons des régimes, d'accord? Et nous avons effectivement des procédures sur lesquelles vous pouvez aller. Dans le régime de licence, c'est sur une procédure d'appel d'offres. C'est très clair à ce niveau-là. Dans le régime d'autorisation, il n'y a que l'autorité gouvernementale qui peut vous le donner quand vous devrez offrir des services de télécommunication qui sont ouverts au public. Il est évident que la procédure inclut le régulateur. Maintenant, si vous voulez un réseau indépendant, qui est vraiment indépendant, c'est-à-dire qu'il est fermé, d'accord, tel que le minier, qu'est-ce qu'il veut? Il a sa direction générale à Dakar, il a besoin d'une communication sur des mines, d'accord, de ses mêmes bureaux à Kédougou. Il fait une demande d'autorisation. Il paye les redevances radioélectriques, il fait la demande en bonne due forme, il y a des frais d'études, il y a des frais de gestion de son dossier. C'est très clair dans la gestion des fréquences. D'accord? On ne doit pas mélanger effectivement avec les besoins vraiment d'infrastructures que le Sénégal a besoin pour son programme de développement numérique. C'est pour cela, si vous me permettez, je vais continuer sur cet aspect de fibre optique dont a parlé Amadou Li. C'est vrai, le Sénégal est bien maillé. On parle de 4500 km ou 5000 km d'un opérateur, mais on parle de kilomètres. Mais vous savez, il y a beaucoup de technologies autour de la fibre optique. On couvre bien le Sénégal en termes de backbone de transport vraiment en fibre optique. Les opérateurs aujourd'hui font la concurrence sur un segment de marché. Vous avez vu effectivement la promotion de Orange, qui est très bien. Moi, là, actuellement, j'ai la fibre Fiber to the Home. C'est très bien. Mon débit est très bon. Je n'ai pas trop de problèmes sur ça. C'est très bien. Mais ils utilisent quoi? De la fibre optique. Les autres opérateurs essaient de rentrer avec la même technologie. Ça nous retarde. Il faut reconnaître que la ressource spectrale permet de faire aussi bon, ou peut-être même mieux, que la fibre optique, Fiber to the Home, sans la fibre optique. D'accord? Ça permet à ce que ces opérateurs, au titre de la concurrence, on ait une diversification de l'offre avec peut-être même une meilleure qualité de service qu'ils peuvent nous faire. Là, le Fiber to the Home, without fiber, c'est très possible dans les bandes de fréquences. Quand vous prenez l'espace spectral du Sénégal, c'est-à-dire la bande notre domaine spectral, si vous allez au-delà de 15 gigas, il n'y a rien. D'accord? Il n'y a plus rien dedans. Jusqu'à 300 gigas. C'est totalement libre. Ça ne rapporte pas de l'argent, d'accord? On peut y arriver, le régulateur peut le mettre. Après, c'est une question de technologie, de bons partenaires, etc. Ça, c'est autre chose, d'accord? Mais ça, c'est le domaine des industriels. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de faire vraiment, d'accord, connecter les maisons à 24 gigas, à 12 gigas, à 14 gigas, c'est libre, d'accord? Ça ne perturbe pas les satellites. Mais les opérateurs, ils restent toujours dans la même chose. Déployer la fibre, c'est quoi? C'est creuser, avoir des autorisations. Donc aujourd'hui, si vous voulez être connecté dans un endroit non éligible, mais vous allez attendre jusqu'à ce que l'opérateur rende cet endroit éligible. Si un opérateur vient aujourd'hui, il met quelques stations de base à Dakar, demain, toutes les villas de Dakar, les immeubles et tout, évidemment à quelques points qui ont les points de non-line of sight, mais c'est rare, vont être couverts. En un an, il peut couvrir l'ensemble des besoins, gagner de l'argent. C'est ça les télécommunications de demain. Pour les humains, derrière, il y aura tout un développement d'applications, d'accord, pertinent à ce niveau. Mais s'ils veulent vraiment crever ce pays, on nous dit qu'il y a la fibre sous la terre, mais la fibre optique, c'est un type de verre. S'il n'y a pas de technologie de transport derrière, le type de verre, il ne nous sert à rien. Vraiment, disons, appelons un chat, il ne nous sert vraiment à rien. Merci beaucoup, Alassane Blaise Diagne.
Alors, Modou Khaya, vous demandiez la parole tout à l'heure? Oui, bon, là, je vais commencer par l'intervention de Blaise qui fait l'éloge de produits de la concurrence. Je dirais c'est parce que je pense que vous ne connaissez pas aussi nos produits. L'offre de Expresso, parlez-nous-en alors, Modou. Non, parce que chez Expresso, on a ce qu'on appelle Fiber to the Air. On n'a pas besoin d'être en fibre pour traverser ou pour venir chez vous. On passe par là. Après, on a cette flexibilité sur le marché. Oui. Puisqu'on a, je vais dire, un peu lobotisé les clients pour qu'ils se disent que oui, la fibre, c'est le médium le plus fiable, c'est ce qu'on veut. On est obligé d'aller en fibre, mais on a d'autres solutions. Chez moi, j'ai du Wi-Fi très haut débit et il n'y a pas un seul morceau de fibre de verre qui traverse chez moi. Tout se passe en aérien. Expresso a été le premier au Sénégal à faire ce qu'on appelle Fiber to BTS. Tous nos BTS sont interconnectés en fibre. À partir de chaque BTS, on a des access points qui arrosent en Wi-Fi toutes les zones résidentielles ou commerciales. Je pense que vous connaissez, ou c'est peut-être notre faute, on n'a pas assez vulgarisé nos produits qui sont alternatifs à tout ce qui est fibre de la concurrence ou d'autres. Mais tout ce qui est Wi-Fi, Fiber to the Air, c'est des technologies qu'on commercialise et qui marchent très bien. Ça, je peux vous en assurer. Les autres aspects sur lesquels je vais revenir, c'est-à-dire Expresso a mis l'innovation au centre de sa stratégie. Tout à l'heure, on a parlé des ODD, des objectifs de développement durable. Pas plus tard que l'année dernière, on a mis beaucoup de millions en termes de prize money. Oui. Startups qui ont des solutions qui adressent l'un de ces objectifs de développement, l'un de ces Sustainable Development Goals. On a mis un prize money sur plusieurs millions pour accompagner les startups, pour les encourager à travailler en fait sur ce qu'on appelle telco for good, c'est-à-dire les télécoms au service de l'humanité ou au service des besoins de la population. Je pense que les opérateurs, en tout cas de ce que je connais, Expresso est leader dans ce domaine et qui est en partenariat avec le PNUD, avec plein d'ONG pour promouvoir en fait cette démarche de technologie qui accompagne le bien-être de la population. Modou? Oui. Oui, les télécoms de demain, je ne suis pas expert, bien évidemment, Alassane, mais j'ai bien compris que c'est la diversification aussi. Et on rappelle que les opérateurs de téléphonie n'ont plus le monopole de la voix. Donc, ils se réinventent à travers, par exemple, le mobile money, par exemple. De ce point de vue-là, cette diversification, vous l'engagez comment? On connaît le e-money, mais apparemment, chez vous, ça ne décolle pas encore comme on l'attendait. Oui, tout est dans la stratégie de mise en voilà. Il y a des choses qui se font, qui marchent, d'autres qui marchent pas. Et c'est ça qui fait la beauté de nos travail ou de nos challenges. C'est des challenges. Il faut s'adapter tous les jours aux réalités du marché pour exister. Nous, on voit le e-money, en fait, dans le parcours digital de n'importe quel service, à la fin de la il faut pouvoir collecter. Et de façon digitale, on pourra collecter le paiement. C'est ce qui existe chez Expresso, qui existe chez ses clients. Il n'est pas au niveau où on aurait aimé souhaiter le voir aujourd'hui, mais je suis rassuré qu'on travaille pour l'amener à un niveau stable et respectable pour nos clients. Merci Modou. Aminata? Merci beaucoup. Oui, Aminata qui a sûrement eu tout le temps, Blaise, pour prendre son thé. Maintenant, on revient. Aminata, une question très, très précise. On est toujours sur ces télécoms de demain. Comment, en tant que ministère, on y réfléchit déjà? Même question pour Amadouli tout à l'heure, sauf que vous êtes le ministère de tutelle. J'imagine bien que peut-être que vous donnez le go, peut-être que vous réfléchissez un peu aux grands axes à comment devraient ressembler ces télécoms de demain.
Exactement, exactement, Ousmane. Alors, moi, je vais juste revenir, avant de répondre à votre question, hein, Oui, sur oui. l'interpellation de M. Théassine Oui. par rapport à leur demande à la demande de Gilat Telecom. Donc, par rapport au service satellitaire, je pense qu'aujourd'hui, en tant que structure étatique, le ministère comme la RTP, nous ne sommes pas réfractaires à la technologie satellitaire, d'autant plus que sur tous nos documents stratégiques, on appelle à un mix technologique, à utiliser le satellite comme solution alternative au mobile. Donc, nous n'en sommes pas réfractaires. Les VSAT sont utilisés aujourd'hui par les opérateurs. Orange, Expresso, je ne sais pas, Orange, je suis sûre. Il y a les opérateurs qui utilisent le VSAT aujourd'hui. Il y a la Poste qui utilise les technologies satellitaires. Donc, je pense qu'il y a aujourd'hui des technologies satellitaires ouvertes au public. Cependant, je pense que les réponses précédentes qu'ont données M. Di et M. Blais sont assez claires par rapport aux différents régimes. Je pense que si la demande est bien articulée et que la demande est traitée, si aujourd'hui Gilat Telecom veut se positionner comme fournisseur d'accès Internet, la demande arrive au ministère, le ministère pourra donner l'autorisation si le modèle économique est viable et bien sûr si certaines préoccupations sont prises en compte. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas réfractaires, au contraire, nous sommes friands de ce genre de demandes qui aident à développer, à promouvoir ces technologies. Voilà. Donc, par rapport à votre question pour les télécommunications de demain, je pense que tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, notre stratégie depuis 2016 sont les mêmes. Le plan national haut débit, il est là. Très haut débit. Nos lettres de politique sectorielle. Aujourd'hui, nous avons mis des axes de réflexion qui sont le développement de l'infrastructure, qui est un fondamental aujourd'hui. On appelle au développement, c'est pour ça que d'ailleurs on a fait beaucoup de réformes, on appelle à tout investisseur s'ils veulent être fournisseur d'accès Internet, parce que tu ne peux pas être fournisseur d'accès Internet sans mettre en place une infrastructure. Donc, on encourage le développement des infrastructures, on encourage les investissements dans les réseaux. Donc, fibre optique, tout à l'heure, Blaise en parle. Aujourd'hui, je pense qu'on a un maillage du territoire assez correct qui peut être mieux fait, un backbone national qui est à compléter, mais quasi existant. Donc, il y a des maillons qui manquent, qui sont à compléter. Aujourd'hui, je pense qu'on est en train, avec le privé, que nous saluons vraiment les efforts, nous sommes en train de faire des efforts pour avoir une infrastructure de pointe. Avoir une infrastructure de pointe, avoir des services, un secteur privé dynamique, qui va mettre en place des solutions adaptées au numérique pour toucher l'ensemble des secteurs prioritaires aujourd'hui. Parce que ce qu'on veut, c'est la diffusion du numérique dans tous les secteurs prioritaires. Et pour ce faire, on ne va pas aller emprunter des capteurs faits par des Chinois ou par quelqu'un d'autre. On stimule un peu les investisseurs, on stimule un peu la créativité locale, on stimule un peu les services à valeur ajoutée locale aujourd'hui. On veut bien que tous nos champions, nos start-upers s'y mettent, travaillent. C'est pour ça qu'on a mis en place cette loi, le Startup Act, pour aider à impulser un peu de travail de tous ces startups, de créer de la valeur, de créer des applications qui vont aider à dématérialiser certaines procédures, certaines pratiques. Donc, il y a l'infrastructure et il y a le capital humain aussi qu'on appelle à développer. Donc, je pense que tous nos axes stratégiques sont des bases aujourd'hui qui sont assez fondamentales, l'un aussi important que les autres, pour aider au développement, à participer à cette télécommunication de demain. Donc, je pense que nos documents stratégiques, s'ils sont très bien suivis
aujourd'hui, on pourrait être à l'aise pour participer à ce développement des télécommunications de demain. En tout cas, les bases sont jetées. Hein. Aujourd'hui, le ministère a fait les stratégies qu'il faut. Dans le plan national haut et très haut débit, on appelle à réduire les coûts, à respecter les qualités de service, parce qu'aujourd'hui, même si la voie gagne pas peut-être des opérateurs, même si les modèles économiques changent, aujourd'hui, c'est important de garder une qualité de service, des services de qualité par rapport à la voie, parce qu'aujourd'hui, si on ne peut pas avoir une très bonne qualité par rapport à la voie, au service voie, on ne peut pas espérer avoir de bonne qualité pour les machines qui vont se connecter et autres. Donc, je pense que ces technologies aujourd'hui qui sont bien épurées, bien comprises, bien maîtrisées ailleurs, ne devraient pas poser de problème, devraient être un prérequis aujourd'hui pour nous. On devait dépasser ce stade-là. On appelle d'ailleurs les opérateurs à respecter les cahiers de charges, à améliorer les qualités, à maîtriser les réseaux aujourd'hui disponibles avant d'engager d'autres chantiers. Donc, aujourd'hui, le maillage en 4G, il y a le ministre de l'économie numérique aujourd'hui qui lance un vaste chantier, un programme pour travailler sur l'aménagement numérique du territoire. Donc, cet aménagement-là en 4G qui est fondamental pour accueillir les services de demain. Donc, je pense qu'il y a les bases qui sont jetées, il y a le nouveau code des communications électroniques. En tout cas, sur le plan réglementaire, le ministère de l'économie numérique est assez alerte, assez ouvert pour recevoir l'ensemble des innovations, pour accompagner les innovations. Aujourd'hui, on appelle juste le secteur privé, la régulation et les opérateurs, les start-upers, les universitaires, le privé de manière générale à accompagner, à innover, à proposer des solutions. Voilà. Merci infiniment à vous, Aminata, pour représenter le ministère de l'économie numérique. À travers votre prise de parole, on salue naturellement le directeur des télécommunications, Modou Mamoun Ngom, et le ministre Yankhoba Diattara personnellement pour son implication, pour ce que nous faisons, pour son ouverture, pour sa réceptivité, parce que ce n'est pas toujours très, très évident. C'est qu'il est payé pour faire ce travail simplement, mais c'est toujours important parce qu'en dehors de ça, il participe à la réflexion en nous faisant part un peu de ses attentes de côté contenu, côté évolution de l'écosystème numérique. Et je pense qu'avoir des acteurs comme ça, avec un Ousmane Gueye très, très exigeant, je pense que ça permet un peu de faire évoluer la réflexion. Tia Sindiaï, alors une réaction peut-être à la série de réactions à votre prise de parole? Vous êtes rassuré? Oui, je tiens à remercier M. Ly et Aminata sur tous ces éclaircissements. Donc, nous allons nous approcher des autorités régulateurs ainsi que le ministère pour pouvoir avancer. Merci. Merci à vous. Alassane Blaise Diagne, peut-être la suite, là, je ne pose pas de questions, comme ça, je vous laisse un peu dérouler. Si vous avez peut-être des points particuliers sur lesquels vous aimeriez revenir. Oui, merci Ousmane. Et j'ai vraiment félicité Aminata pour son plaidoyer qu'elle vient de faire sur, disons, les objectifs et la stratégie, la mise en œuvre. D'accord? Ça, il faut vraiment féliciter Aminata pour les précisions qu'elle vient de donner. Mais ça, c'est du point de vue de la précision. Hein? D'accord? Et je crois quand même que j'ai en profité pour porter un plaidoyer. Je disais tantôt que jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait de la régulation pour les acteurs. Les acteurs, c'est-à-dire ceux qui vraiment investissent dans ce domaine. Et non pas pour le la marché. régulation pour ce marché. Pour le marché, oui. Voilà. Alors que les télécommunications de demain, il faut reconnaître que ça doit être, il a dit, hein, les 3 I de l'UIT, les 4 I de l'UIT. Les 4 I de l'UIT. Dans les infrastructures. Il y a l'inclusion. L'infrastructure, c'est bien, mais il y a l'inclusion. Et je pense quand même que pour répondre à cette inclusion, qui est finalement un objectif qui est le plus important, hein, c'est parce qu'on veut faire l'inclusion qu'on a besoin effectivement de la digital finance, qu'on a besoin d'infrastructures. C'est l'inclusion qui répond au mieux sur l'ODD, d'accord? Vraiment l'atteinte des objectifs de développement durable. De ce point de vue-là, il faut pousser les CHEA, les opérateurs et tout ça là, qui sont là,
à améliorer la qualité de ces services, à valider et à continuer vraiment à mailler le territoire. Mais je crois que ce serait bien à Minata que l'on puisse envisager, d'accord, d'autres types d'infrastructures, ce que moi j'appelle des infrastructures à accès ouvert. Vous voulez qu'il y ait de l'immersion, que ces jeunes start-upers, que ces jeunes développeurs, autour effectivement d'un petit SBC qu'ils peuvent acheter à $20, d'accord, avec toute la bonne formation qu'ils ont, une petite chargeur de 5 volts, d'accord, un ordinateur un peu fatigué, ils n'ont pas besoin qu'il soit de grande qualité, d'accord, quelques idées, quelques applications et tout, ils peuvent développer effectivement ces sensoring, d'accord, mesurer effectivement l'occupation du sol, mesurer la température, mesurer l'environnement, d'accord. Ils peuvent même aller un peu plus loin, faire de la reconnaissance, la détection d'objets, d'accord, soutenir effectivement la sécurité nationale sur toutes les caméras de surveillance qui sont mises dans ce pays. Pour qu'ils puissent y arriver, d'accord, c'est bien ce qu'on fait actuellement, on est dans notre petit coin, mais ce serait bien qu'on ait une infrastructure que moi j'appelle des infrastructures réseaux qui soient ouverts, montés par la communauté. Par exemple, dans la bande de 870, le LP1, que l'on puisse avoir une infrastructure qui puisse être mise vraiment à la disposition de la communauté, d'accord, de ces 15 000 ou 20 000 jeunes qui sont actifs partout au Sénégal, d'accord, qui peuvent faire de la production, qui peuvent y arriver. Il est évident qu'il faut l'encadrer. On n'est pas là pour pouvoir perturber ou géopardiser le marché des opérateurs qui ont acheté des licences à un certain montant. Mais nous sommes là pour créer de la valeur. Les opérateurs, ils ont leur propre programme, Ousmane. Il y a, je l'ai dit au début, vous savez ce qu'on appelle effectivement le LTE, là, Long Term Evolution. Il y a un petit M quelque part qui passe où les opérateurs dans le monde entier se disent, il nous faut notre propre protocole se basant sur nos infrastructures. Ils appellent ça le narrowband IoT. Fermé, encadré, qui marche très bien, qui est très bien. Regardez en France, la couverture du narrowband IoT par les opérateurs a la même quantité que la couverture du LoRa, qui est un accès ouvert. Et en plus en plus, ces infrastructures, ce type d'infrastructures permettent de donner de la valeur, en fait, des ressources financières aux petits développeurs. Le programme Helium qui vient d'être né dans le monde, où mon petite infrastructure à domicile, mon petit Wi-Fi à domicile, ça ne marche pas ici actuellement, hein, évidemment, la communauté étant tellement faible, mais dans les pays européens, en Asie, aux États-Unis, ce sont des acteurs qui gagnent de l'argent, de la crypto-monnaie dans ce sens. D'accord? Je vous donne un exemple, vous pouvez aller le chercher, Helium et tout. Ils gagnent de l'argent, ça leur permet effectivement de vivre. Et puis, il y en a un ou deux parmi eux qui vont trouver effectivement le jackpot. Hein, vous appelez ça comment? Le prochain Mark Zuckerberg. Bon, je ne connais pas le nom de celui-là. Je n'arrive jamais à le prononcer. Mais on en aura un au Sénégal. Mark Zuckerberg. Voilà, c'est ça. J'ai jamais réussi à... Vous m'excusez, mais je n'ai jamais réussi à prononcer ça. On comprend. Voilà, on en aura effectivement un comme ça. Mais, qu'on s'entende bien. Aminata, et c'est là où je vais finir. Aminata, tu parles de la loi sur la start-up. C'est bien. Mais une loi dont les décrets d'application n'existent pas ici, franchement, c'est une belle loi, mais je pense que je faisais un encadrement pour orner encore des textes non applicables dans ce pays. La loi sur la start-up, elle attend un ensemble de mesures d'accompagnement, d'accord, qui jusqu'à présent ne sont pas prises. Or, nous sommes à la 3e année de la loi sur la start-up. Comment voulez-vous que les start-up puissent vivre, d'accord? On les a effectivement accouplés, d'accord, mais on n'a pas fait l'accouchement. Il faut y arriver, il faut qu'on arrive dans ce sens. Vous m'excusez, je préfère dire les choses comme elles sont, d'accord? Mais il y a un effort que vous devez faire à ce niveau-là. Prendre toutes les décisions et les décrets, les arrêtés, les nominations dans la loi sur la start-up. Si vous voulez effectivement que les entreprises, les PME sénégalaises, les start-up sénégalaises aient ce fameux label de Sénégalais qui puisse être reconnu. Je vous remercie. Merci. Alors, avant de donner la parole à Amsatou Mbeng, qui la demande à docteur dans le public, nous allons rouvrir peut-être le micro à, disons, pour Amadouli. Amadouli, peut-être un complément avant d'aller vers le public. Oui, donc je salue vraiment les interventions d'Aminata, de Blaise, et vraiment de Blaise pour son engagement, parce que vraiment, il a bien compris vraiment les prérequis. La fougue de Blaise, hein, n'est-ce pas? Vraiment les prérequis, quoi. C'est-à-dire, nous tous, on est conscients qu'il y a des prérequis pour y aller, quoi. Et donc, aujourd'hui, comme Blaise le disait, il défendait simplement le mix technologique. Aujourd'hui, si les opérateurs peuvent amener la fibre optique chez chaque Sénégalais, c'est très bien. Mais malheureusement, depuis des années,
il y a des choses qu'on devait dû faire, on ne l'a pas fait. C'est-à-dire c'est le partage des infrastructures, même dans le cadre de leur construction, la co-construction. Oui. En France, moi, j'ai eu la chance de travailler en 2009 avec les schémas de directeurs d'aménagement numérique des territoires, avec les SDAD au niveau des départements, au niveau des régions et à l'échelle des communes. C'est-à-dire que chaque entité se voit, se parle, essaie donc de réfléchir sur les besoins, les cibles et trace son réseau. Donc, à travers ces schémas-là, on confie la construction aux opérateurs et aux infrastructures, aux opérateurs d'infrastructures dont c'est le métier. Et ces derniers, quand ils construisent, ils prévoient leurs besoins à eux, les besoins de la concurrence et des fibres, des fourreaux de réserve. Des fourreaux de réserve et des fourreaux de réserve qui permettent de faire de la réserve comme son nom l'entend et des fourreaux qui permettent de faire de la maintenance. Donc, typiquement, on mettra au minimum 6 fourreaux. L'opérateur principal prend son fourreau et un fourreau de maintenance, met en place 2 ou 3 fourreaux pour les autres opérateurs et laisse un fourreau. Donc, de proche en proche, on est arrivé à construire de sorte que demain, si un opérateur, le deuxième opérateur veut avoir la fibre optique, il ne va pas creuser, il va simplement interroger une base de données, un répertoire qui existe pour dire, tiens, j'ai envie de mettre une fibre entre Colobane et les Almadies, soit je passe par le fourreau, ou bien je prends une fibre blanche, une fibre noire, ou bien je prends une paire de fibres, ou bien je prends simplement une connexion. Donc, c'est là où on doit nous arriver. C'est-à-dire qu'arriver à co-construire un. Deuxièmement, on est libre aujourd'hui avec le code d'utiliser la mixité technologique. Moi, les opérateurs, ils peuvent aujourd'hui utiliser n'importe quelle technologie. Ce n'est pas un problème au Sénégal. Mais tant qu'on n'arrivera pas à mettre en place un schéma directeur national, moi, c'est vraiment, je me bats depuis 15 ans, c'est ça mon problème. Blessé, à chaque fois qu'on se rencontre, on parle de ça. Donc, aujourd'hui, avec le ministère, avec l'État du Sénégal, on se pose, on regarde la carte du Sénégal, on cherche ce qui reste à faire et on essaie de voir quels sont les partenaires qui peuvent le faire. Et d'ailleurs, en France, qu'ils ont fait, aujourd'hui en France, on est arrivé à avoir autant de fibres optiques, autant de fibres chez les habitants, autant de connexions ADSL. Les connexions fibres optiques très haut débit chez l'habitant sont supérieures au moment où je vous parle aujourd'hui. Ils sont à 31 millions, alors que les connexions ADSL sont à 30. Donc, on a passé le cap, le tournant. Et l'objectif en France, c'est qu'en 2025, qu'on ne parle plus de très haut débit. Tout le monde est connecté. Et ils se sont rendus compte que le peu de choses qui restent à connecter va coûter beaucoup, beaucoup d'argent parce que c'est des zones très difficiles d'accès. Les zones montagneuses, certaines zones difficiles, etc. Donc, à l'image de cela, aujourd'hui, donc je pense que aussi bien le maillage du territoire avec le ministère de l'État du Sénégal qui va prendre en charge cela, avec le service universel, le Fonds de développement du service universel, qui doit parfaire aussi sa partie, mais on y est presque arrivé. Et c'est possible, c'est à notre portée. Parce que les grands axes ont été faits. Le reste maintenant, c'est le maillage territorial avec les bonnes dispositions et avec les bons business plans. Donc, ce n'est pas les opérateurs qui vont me contredire parce qu'eux, ils font des études, ils regardent quelle technologie, etc. Mais donc, je pense que c'est là où nous pourrons vraiment bâtir véritablement les télécoms de demain. Le socle, il est à construire maintenant et définitivement. Voilà. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci Amadou. Vraiment, je suis très satisfait de toutes ces interventions. Je donne la parole à présent à Dr Amsatou Mbengue. Sa présence est d'autant plus bienvenue que naturellement, quand on parle des télécoms de demain, on parle également des aspects cyber. Amsatou, docteur, vous nous entendez? Oui, je vous entends bien. Alors, bienvenue et puis un mot peut-être sur la thématique. Oui, merci à vous tous. Je dis que c'est un panel très instructif. Après cela, l'intervention que je vais faire peut-être va tourner sur quelque chose, sur peut-être même le thème, les télécoms de demain. Quand on parle de télécoms de demain, on parle de demain de quelle zone? Si c'est au Sénégal, nos télécoms de demain, ou bien si c'est au niveau mondial. Parce que je sais qu'on n'est pas dans les mêmes allures. Tout à fait. On parle du Sénégal et de l'Afrique. Voilà. Si on parle du Sénégal et de l'Afrique, comparé aux autres pays, ce qui est en train de se faire actuellement. Par exemple, moi, en 2019, j'ai fait des publications, que ce soit 2017, 2018, 2019, sur une technologie qu'on appelle
LBT ou bien ILAA, qu'on appelle Listen Before Talk. C'est-à-dire, l'objectif, c'est de déployer la version 4G+, sur la bande de fréquence Wi-Fi. Donc, ça aussi, c'est une technologie dirigée par la 3GPP, où j'ai eu à assister des rencontres et autres, que Huawei et d'autres structures ont eu à développer, et aussi des centres de recherche comme là où j'étais, notre université de télécom. Mais ce sont des technologies qui n'ont pas encore vu le jour, ou bien qui ne font pas l'intérêt des opérateurs, parce qu'utilisant la bande de fréquence du Wi-Fi, que ce soit du 5G ou 2.4, ils ne voient pas réellement leur intérêt de déployer ce genre de technologie. Mais par exemple, si c'était dans le cas des MVNO et autres, ils pouvaient l'utiliser. Premièrement. Maintenant, côté télécom, aujourd'hui, il y a une chose qui est en train de se faire, c'est-à-dire avant le blocage majeur dans le secteur des réseaux satellitaires, c'était que les gens utilisaient des satellites géostationnaires, donc dont le délai de transmission pouvait toucher jusqu'à 600 millisecondes. Donc, puisque vous savez qu'en transmission de voix, 2 paquets qui se suivent ne doivent pas dépasser les 125 millisecondes, donc vous utilisez du VSAT ou ce genre de technologie, ce n'est pas très désiré. Mais pour ce qui est transmission de données, pages web et autres, ça peut faire le jeu. Maintenant, aujourd'hui, avec SpaceX, qui développe avec Starlink, actuellement, c'est un réseau opérationnel qui offre des tests de débit jusqu'à plus de 150 mégabits par seconde. Et moyennant à $100. Docteur, à $100, vous avez plus de 150 bits par seconde. Là où vous trouvez. Et ça, ce n'est pas des débits théoriques, c'est des débits sur test. Docteur, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Oui, maintenant, les aspects cyber, c'est important que vous nous en parliez. Là, je viens de partager votre profil, Dr Amsatou Mbeng, cyber sur LinkedIn. Les aspects cyber, c'est important parce que de plus en plus, on contourne un peu certains systèmes, on évite de tracer parfois, je ne sais pas, côté télécommunications, les communications électroniques. Avec ces télécoms de demain, on doit s'attendre à quel défi côté cybersécurité? Vous savez, actuellement, on a tout à l'heure parlé de la 5G. Oui. Mais la normalisation de la 5G, à peine terminée vers 2019, les gens ont commencé à se projeter vers la 6G. Oui. Donc actuellement, que ce soit aux États-Unis, comme ils ont été devancés sur la 5G, ils ont mis en place leur task force qui va regrouper les entreprises de télécom pour développer la 6G. Mais maintenant, la 6G, ça sera quoi? C'est peut-être, et ce qui est de plus en plus dans les discussions, c'est-à-dire utiliser la 5G et ajouter de l'intelligence artificielle là-dessus. Mais nous, où en sommes-nous avec l'intelligence artificielle? J'entends parfois des gens dire l'avenir de l'intelligence artificielle, c'est l'Afrique. Moi, je ne suis pas de cet avis. Parce que la source de données, ou bien ce qu'on dit, le carburant qui permet à l'IA de marcher, c'est les données. Alors qu'en Afrique, rien n'est numérisé. Si rien n'est numérisé, comment on peut parler d'avenir de l'intelligence artificielle en Afrique? Donc, quand on parle de 6G, là aussi, prendre l'intelligence artificielle, mettre ça dans la 5G, c'est une partie. L'autre partie, c'est les réseaux satellites. Donc, réseaux satellites à basse altitude. Actuellement, il y a un bagarre qui se fait entre Amazon et SpaceX, Starlink, qui vont faire, par exemple, à quel niveau leur orbite doit se trouver, si c'est 40 km ou bien 550 km. Et là, ils peuvent offrir des débits qui vont même dépasser nos opérateurs ici, que ce soit fibre, n'importe quel type de fibre que vous utilisez. Et là, en 6G, les gens parlent d'utiliser. Tout à l'heure, on dit que la bande passante des gigahertz ne sont pas presque utilisés, presque pas utilisés. Bien vrai qu'au niveau du millimeter wave sur la 5G, on utilise après les 23 GHz. Mais ici, dans la 6G, les gens parlent de 0,5 THz à 10 THz. Donc, les gens vont se retrouver avec des débits qui dépassent les 100 gigabits par seconde. Et vous savez, quand on parle de la définition des normes jusqu'à la clôture de la standardisation, ça prend peut-être 10 ans, maximum 10 ans. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire et quel sera notre avenir dans nos services de télécom? Les gens disent que l'avenir de la voix, mais aussi l'avenir des données,
Parce que si vous avez votre antenne satellite qui peut vous offrir des débits de gigabits par seconde, vous l'avez à la maison. Après, vous redistribuez via le Wi-Fi. Vous avez besoin de l'opérateur télécom quand vous êtes dehors. Oui. Parce que là, le téléphone que vous aurez équipé n'aura pas possibilité de capter le signal qui tourne aux alentours des terahertz. Merci. Donc, nos télécoms de demain, par exemple, tout à l'heure, les gens ont parlé de l'IoT. L'IoT, moi, personnellement, on a une plateforme IoT. Tout ce que les gens disent ici aujourd'hui, que ce soit l'agriculture intelligente et tout, on a une plateforme qui permet de le faire. Mais malheureusement, on n'a pas de réels partenaires ici au pays. Mais si besoin, démo et autres aussi, on peut le faire. Mais sachez que c'est des choses qui existent. Et même, on peut utiliser même notre réseau 4G pour faire ce genre de services. On n'est pas obligé d'aller vers 5G pour développer des services de culture intelligente et autres. Merci. Merci beaucoup, docteur. Docteur, merci vraiment. C'est très gentil à vous. Merci pour la fidélité à ces après-midi de la tech depuis quelque temps. Ça nous réjouit énormément. Alors, nous allons donner la parole, avant de refaire un dernier tour de table du côté de nos panélistes, à Youssoufa Diop, ancien de Free. À l'époque, Youssoufa, on parlait de Tigo. De toute façon, c'est très, très récent. Alors, Youssoufa, vous êtes actuellement, vous travaillez pour Nokia, si j'ai bien noté, en France. Un mot sur la thématique de cet après-midi, les télécoms de demain. Bonjour Ousmane et bonjour à... Youssoufa, on vous entend, nous ne vous entendons pas bien. Youssoufa? Allô? Allez-y, là c'est bon, Youssoufa, allez-y. Oui, bonjour Ousmane et bonjour à tous les panélistes. Bienvenue. Merci Ousmane. En fait, désolé, j'ai pris le train en marche, mais les quelques minutes que j'ai pu suivre, j'étais vraiment surpris et satisfait de tout ce que j'ai entendu et appris à travers les panélistes. Oui. Donc, moi, pour mon sentiment de satisfaction, c'est qu'à travers le débat, j'ai... Youssoufa? Oui, allô? Veuillez faire mieux, on vous entend, mais vraiment difficilement. Allô? Youssoufa? Oui, allô? Merci d'augmenter un peu le volume. On vous entend, mais veuillez faire mieux, s'il vous plaît. Allô? Youssoufa, allez-y, on fera de notre côté quelques efforts pour l'écoute. Bon, je vais essayer d'aller vite. Alors, en fait, je disais qu'il y a un sentiment de satisfaction vu le débat, les choses qui se sont dites. J'ai surtout remarqué qu'il y a pas mal d'efforts qui ont été faits et qui sont en train d'être faits, surtout sur la fibre au Sénégal. Oui. Quand j'ai entendu ça, j'ai eu un petit sursaut parce que je me disais toujours que pour nous au Sénégal, ça va être très, très, très compliqué d'être prêt sur la 5G parce qu'on a beaucoup de problèmes de fibre en ce moment. Au moins, sans la fibre, il n'y a pas de tout de 5G. Et actuellement, de ce que j'entends, de M. Khaya, par exemple, là, bon, je ne sais pas s'il va me dire non ou pas, mais j'ai l'impression, je peux dire qu'Expresso est bientôt prêt pour la 5G. Donc, voilà, ça, c'est juste une information que je donne pour le taquet. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est mon impression. Oui. L'autre chose, c'est par rapport à... ça, c'est une question que j'ai tout le temps soulevée quand je l'ai entendu parler de Narrowband IoT. Oui. Et c'est quelque chose où, bon, avec certains collègues sénégalais en France, on a pas mal réfléchi dessus pour poser des questions pour comprendre pourquoi est-ce que cela ne décolle pas au Sénégal. Ou si ça décolle, bah, nous, étant observateurs de loin, on n'est pas très au courant de ce qui se passe. Du coup, j'aimerais bien poser cette question sur, je ne sais pas, qui pourrait m'aider à comprendre ce qui se passe sur ce point-là. Parce qu'on voit aussi en France, par exemple, je vois Sigfox qui est là, qui est en train de faire de très bonnes choses sur le Narrowband IoT et qui pense déjà à aller le faire au Sénégal. Du coup, je me disais, pourquoi au Sénégal, en local, avec des Sénégalais, pourquoi cette partie du Narrowband IoT ne décolle pas vraiment au Sénégal? Donc voilà, c'était juste cette petite intervention que je voulais faire par rapport à ce que j'ai suivi. Merci. Merci. Désolé un peu pour la qualité du son. Quelqu'un voudrait bien y répondre? Aminata, Amadou, Alassane? Oui, je me permets. Modou, tu veux répondre? Ok. C'est un peu une réponse qui tourne encore une fois autour de l'IoT parce que je vois
beaucoup d'interventions, celui de Blaise et celui de Soufa et Amsatou. Ici, encore une fois, à Expresso, on a ce qu'on appelle IoT Excellence Center, c'est-à-dire un centre d'excellence pour tout ce qui est travaux autour de l'IoT. Et je serais très heureux, très honoré d'avoir des collaborations ou des participations de nos illustres intervenants. En tout cas, c'est une information. On a des startups qu'on accompagne ou de jeunes entreprises qui ont développé ce genre de solutions. Qui sont dans le smart irrigation, tout ce qui est agriculture intelligente, tout ce qui est gestion de l'énergie, encore une fois, intelligente. On a de jeunes pousses qui ont développé des solutions autour de LoRa, de Arduino, avec des capteurs, senseurs et autres, et qu'on a accompagnés et qui essaient de produire dans en tout cas, je serais très heureux, je dirais, l'excellence de l'IoT, je serais très heureux d'avoir des contributions ou de collaboration avec tous les intervenants que ça pourrait intéresser, de venir développer l'IoT pour un opérateur local qui a sa licence 4G et qui pourrait embarquer IoT aussi. Merci. Merci beaucoup, Modou. N'hésitez pas pour les mises en relation qu'on peut faire après ce panel, bien entendu. 1 minute pour chacun avant de nous quitter. Aminata? Merci beaucoup, Ousmane. Pour répondre à la préoccupation par rapport à l'Internet des objets. Oui, l'IoT. Juste pour vous dire que, voilà, nous, il y a peut-être 2 ou 3 ans, on a eu des partenaires qui nous ont accompagnés à former beaucoup de jeunes sur l'Internet des objets. Il y a eu une formation très pratique. Ils sont venus avec des capteurs. On a eu à organiser des formations au Savannah. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui, l'autorité gouvernementale accompagne l'innovation et est en phase. Il y a récemment une demande de fournisseurs d'accès Internet pour déployer un réseau IoT, mais via Sigfox. Donc, pour l'instant, nous, en tant qu'autorité gouvernementale, ce n'est pas dans les projets de déployer un réseau narrowband IoT. Par contre, s'il y a dans le privé des champions qui sont prêts à déployer le narrowband IoT, je pense que exactement, nous sommes plus que preneurs. Après, les demandes, des pilotes ont été donnés, octroyés à la SDE notamment pour tester un peu. Des pilotes ont été octroyés à la Sonatel, je pense. Donc, il y a des pilotes qui se font par-ci, par-là, mais on attend un champion qui est aujourd'hui prêt à déployer sur toute l'étendue du territoire un réseau IoT. Donc, en tout cas, de manière générale, pour clôturer, merci pour l'invitation d'impliquer l'autorité gouvernementale à cette rencontre. Et voilà, nous restons disponibles pour tout complément d'information ou quelque autre information que vous voudriez bien avoir. Merci, Aminata. Merci, Aminata. Alassane, Blaise? Merci, Ousmane. Qui va faire moins d'1 minute sûrement. Là, c'est un peu je vais essayer de faire moins d'1 minute, mais il y a 2 informations ou 3 informations que j'attrape là qui me font plaisir, en même temps qui m'inquiètent. Je vous dis pourquoi. Ça me fait plaisir, ce qu'Aminata vient de dire, mais il y a ce que Khaya a dit aussi. Khaya, après, on-off, là, out of caméra, je vous contacterai. Aminata me dit, nous sommes partants, vraiment, on nous a accompagnés, vraiment, si on a un champion qui peut le faire. Mais il y a lui qui est là, il me confirmera, je ne le vois pas. Il y a ce qu'on appelle la décision, écoute bien, Ousmane et Aminata, il y a la décision numéro 2020-001, ARTP/DG. Écoute bien. Fixant les conditions générales d'exploitation de la bande de fréquence 868-870 MHz, d'accord, pour les communications de type machine et les réseaux et le service de l'Internet des objets. C'est ce que je disais au début. Si vous voyez bien, l'autorité gouvernementale est là en train de dire, ouais, on nous a formés, on nous a fait tout ça là, mais le régulateur qui gère effectivement l'espace spectral, dans ce cas de figure, a déjà pris la décision, mais elle date de 2020, nous sommes en 2021, elle a 1 an. D'accord? L'autorité était informée, n'est pas informée, ça c'est bon.
Ça, c'est la première information pour ceux qui suivent. Pour Youssoupha Diop, il faut bien qu'on s'entende sur une chose, c'est la terminologie. Souvent, c'est ce que je leur dis. Le vocabulaire, il est important. Un chat, ça s'appelle un chat, un chien, c'est un chien. Le narrowband IoT est un protocole, d'accord, avec les opérateurs dans le monde qui ont des licences. Le Sigfox est une technologie propriétaire, d'accord. Si vous rentrez dans le Sigfox, vous paierez éternellement ad vitam des royalties en français. Le LoRa a été inventé par un Français, acheté par Semtech, et les puces LoRa aujourd'hui sont produits exclusivement par Semtech. Mais le LoRaWAN, qui est un protocole ouvert, qui permet effectivement d'aller dans les couches supérieures avec le LoRa, est aujourd'hui un protocole totalement ouvert. Et ça, que ce soit narrowband, Sigfox ou d'autres, il y a d'autres technologies, mais les principales, et le LoRaWAN, ça répond à quelque chose de très simple. On appelle ça les LP1, Low Power One. On a besoin de longue distance, de bandes passantes toutes petites, mais on a besoin surtout de sauvegarder l'énergie. Imaginez-vous que vous alliez prendre la disponibilité d'un parking. Vous creusez, vous mettez là-bas, vous mettez le goudron. Et la municipalité, c'est s'il y a une voiture, il n'y a pas de voiture. Mais ça, vous voulez bien que cette batterie-là, qu'elle reste là-bas 5-10 ans. Vous n'avez pas besoin chaque semaine d'aller courir pour recharger cette batterie. Il faut qu'elle puisse rester là-bas 10 ans. C'est low power. Et il faut effectivement qu'il y ait toute une application derrière. Nous avons, depuis 2000, Aminata, tu me confirmeras, non, j'ai peut-être oublié les dates, l'initiative WASI-UP, d'accord, avec Sanar à Saint-Louis. WASI-UP et WASI-UP, financé par le FP7 de l'Union européenne. D'accord? On a formé des gens. On s'est amusé, effectivement, les gens peuvent faire un monocanal en LP1. La bande 433 est disponible. Tout cela, jusqu'à présent, l'autorité gouvernementale est en train de faire des séminaires, de recevoir des étrangers, alors que nous n'avons que des compétences au Sénégal. Oui, local. Vraiment, je découvre le professeur Amsatou Deng. Félicitations pour tout ce que vous faites. Et je crois qu'il est peut-être temps que l'on fasse ce qu'on appelle la grande base de données des compétences sénégalaises pour que le numérique soit une réalité au Sénégal ici. Je vous remercie. Merci beaucoup, Blaise. Peut-être que vous allez nous aider un peu à mettre en place cette base-là des compétences. Modou Khaya, 1 minute à vous. Oui, merci encore pour l'invitation. Je vais encore rebondir sur certains points. Encore une fois, on parle des télécoms de demain, des usages de demain, de l'entreprise telco de demain. Demain, il faudrait mettre, c'est quoi? C'est le jour d'après? C'est quand? C'est quand? Ou c'est dans 10 ans? Ouais. Nous, on est un peu dans cette vision qui, quand on parle de tendance, de transition, c'est mis dans une longue projection. Et je suis très content d'avoir partagé ce panel avec vous, des interventions que j'ai beaucoup appréciées. Quand on parlait d'aménagement, on sent nettement que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Tout à fait, qui le passionne très, très visiblement. Oui, parce qu'effectivement, en tant que citoyen ou en tant qu'habitant de la cité, d'avoir nos routes qui sont coupées, creusées toutes les 2 semaines, on remet du goudron 2 semaines après, quelqu'un qui repasse, on dit non, on met une fibre. C'est des opérateurs qui changent. C'est vraiment, ça manque de planification. On voit que ça manque de planification, sans accuser une institution, mais on manque un peu de planification, d'aménagement, en tout cas numérique du territoire. C'est quelque chose qu'on prend en compte ici à Expresso, encore une fois, qui met l'innovation au centre de sa stratégie. On met à disposition un hub pour accompagner les jeunes qui n'ont peut-être pas les moyens ou qui on joue de nos relations pour mettre à disposition nos ressources, nos compétences, notre infrastructure aux jeunes pour qu'ils se développent. Pas plus tard que d'ici quelques semaines, on sera à Saint-Louis pour former les jeunes, ceux qui sont au lycée, pour les former sur les technologies d'IoT, de programmation, de cartes Arduino, etc. Ça, c'est pour accompagner encore une fois la communauté. Encore une fois, les ODD, nous sommes très engagés dessus, raison pour laquelle on est en partenariat avec le PNUD
pour encore une fois que les objectifs de développement durable soient une réalité, que les télécoms pour le bien-être des populations ou le bien-être au service des populations et des bonnes causes. Les valeurs auxquelles Expresso s'engage à travers sa RSE, à travers son département d'innovation, on y travaille tous les jours et on espère qu'on trouvera d'autres partenaires de bonne volonté pour qu'on puisse avancer ensemble. Je renouvelle l'offre de notre IoT Excellence Center, l'offre de partenariat ou de collaboration. Je serais très heureux, très honoré de vous recevoir ici, de discuter, de voir quels sont les axes de collaboration possibles pour un bien-être, encore une fois, de la société. Je vous remercie. Merci Modou. Amadouli? Oui, Ousmane, merci Ousmane de nous ramener nos compétences, les compétences sénégalaises qui sont un peu partout dans le monde. Moi, je donne un avis. Il faut arriver donc, comme ils ont dit, à construire cette base de données de toutes nos compétences. Blaise. Et ce Sénégal-là, il ne se fera pas sans nous. C'est nous qui sommes aujourd'hui au cœur du système. Et donc, pour vraiment finaliser, ce que je dirais, c'est qu'on veut aller loin. On dit quand on veut aller vite, on va tout seul, mais quand on veut aller loin, on va ensemble. C'est ensemble que nous allons construire ce pays-là. Et donc, je reviens là-dessus en disant que pour vraiment bien se préparer aux télécoms de demain, il faudrait donc faire ce qu'on a dit aujourd'hui, essayer de voir où est-ce qu'on en est par rapport entre l'existant et là où nous voulons aller. Première chose, ce que le ministère et l'État a défini à travers plusieurs programmes, plusieurs plans, plusieurs stratégies qu'on gagnerait vraiment à regrouper, à harmoniser. Et donc, une chose. Deuxième chose, c'est la capacitation, la formation et l'intégration des programmes numériques dans le secondaire, dans le primaire et à l'université. Mais demain, qui va construire ces réseaux-là? Quel est le génie logiciel qu'on va utiliser? Aujourd'hui, quand on veut faire des prises RJ45 ou des prises informatiques, des prises dans les maisons, souvent, c'est nos jeunes électriciens qui ont appris dans le tas, qui viennent faire des câblages informatiques du courant faible. Mais il y a, comme le président de la République le veut aujourd'hui, on peut créer énormément d'emplois, ne serait-ce qu'en capacitant les jeunes, bac moins. On parle de bac plus 2, bac plus 3, mais moi, je parle des bac moins. Entre le brevet et la terminale, on peut former plusieurs jeunes aujourd'hui aux techniques d'installation de la fibre optique, aux techniques de câblage aérien, à tout ce dont on aura besoin demain pour vivre nos réseaux, nos data centers, notre intelligence. Donc voilà, pour terminer là-dessus, c'est construire les réseaux, former les gens demain qui pourront donc piloter ces réseaux-là et avoir donc, comme on a dit, la régulation, elle va accompagner tout ça. Mais c'est un peu dommage qu'aujourd'hui, qu'on n'ait pas tous les opérateurs, tous les gens qui sont chargés d'innover. Là, c'est en bout de chaîne. C'est les applications métiers, c'est en bout de chaîne. Mais vraiment, en tant qu'État, en tant que régulateur, essayons de construire des réseaux qui seront capables de supporter l'ensemble des usages et des services de demain. Voilà là où je voulais terminer en remerciant tous les panélistes. Merci Amadou. Je vais cesser de parler d'1 minute. Alors, Yacine, la parole à vous en dernier pour conclure. Yacine qui va réactiver son micro. Il maîtrise les satellites, mais pas le micro, pour taquiner un peu. Je tiens à remercier M. Ly pour son intervention, qui a été très claire. Je pense que si on veut parler des télécoms de demain, c'est de s'y atteler, voir les orientations bien définies, savoir qui fait quoi, un bon planning, et puis que l'ARTP, de façon, comme je veux dire, soit plus rapide sur les demandes comme l'APIX, un genre guichet unique, où on a un tableau de bord, où on sache qu'est-ce qu'il faut sur les autorisations, les montants, et que la réactivité soit très répondante. Je sais que c'est très bien fait,
mais on demande un peu plus, on gagne du temps quand on veut avoir des documents et puis s'y atteler, quoi. Merci. Merci, merci Yassine, Amadou, Alassane Blaise, Modou Khaya, Aminata. Merci à Mohamed, même s'il n'est pas là, il s'était engagé à être parmi nous cet après-midi, très engagé sur ces panels depuis le début, responsable à RTL Niger. Il a eu une dernière minute et malheureusement, il n'a pas pu se libérer à temps. Mais ce qui est important, c'est qu'il participe avec une réflexion régulière concernant bien évidemment ces questions qui touchent non pas seulement le Sénégal, mais l'Afrique parce que ce sont les télécoms, même si bien évidemment on est tous conscients qu'il faut apprendre voilà, à les adapter, à s'adapter d'un point de vue national. Merci à tout le monde d'avoir été encore une fois au rendez-vous. J'étais très honoré, comme toujours, de vous recevoir. Et puis, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, Inch'Allah. Nous serons le mercredi 15 septembre 2021. Nous mettrons sur la table une autre problématique qui va regarder naturellement l'évolution du numérique au Sénégal et ailleurs en Afrique. Cette session va faire l'objet d'un replay un peu plus tard dans la soirée, sinon dans quelques heures sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Je vous dis merci encore une fois et puis je vous donne rendez-vous très, très bientôt. Jërëjëf. Merci. Allez, au revoir. Okay. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Allez, au revoir tout le monde. Merci. Merci.